Message à l'instant dans le chat d'MVP, d'Audrey DBS. Samuel, si tu nous lis, fais un signe de la main vers la caméra. On va tous faire un signe, voilà. Parce qu'on est des fous. Bienvenue les amis, pardon pour le petit retard et un grand bravo à l'équipe technique d'MVP de réalisation parce que voilà, on démarre avec quelques minutes de retard. Ça arrive, les aléas du direct. Dans l'univers de Twitch, on dit qu'un stream qui démarre à l'heure, c'est pas vraiment un stream. Alors, il y a 2 caméras qui nous ont lâchés, qui sont tombées en carafe juste avant ce live. Voilà. Et l'équipe, c'est quoi l'expression, Ludovic? Démenée. C'est démené. Elle s'est démenée pour qu'on soit à l'heure et franchement, bravo à eux. On était en mode, tu sais, les monoplaces de Formule 1, tu sais, quand elles sont changées les roues, là. Il y a eu changement, non pas de roue, mais de caméra. Bravo, on est rentré dans le pit et ils ont été très forts. À l'équipe technique. Donc, coucou à l'équipe de réalisation. Et coucou à vous. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de MVP, Ma Vie Pro. MVP, c'est quoi pour ceux qui découvrent l'émission? C'est une émission qui explore les métiers, les secteurs d'activité, le monde du travail. Pour ceux, les plus jeunes qui réfléchissent à leur avenir, qui se disent tiens, qu'est-ce que je ferai plus tard? Quelle voie je pourrais emprunter selon mes qualités, mes envies, mes rêves peut-être. Et puis ceux qui travaillent déjà aussi peut-être et qui ont envie de se réorienter parce que ce qu'ils font aujourd'hui ne leur plaît pas beaucoup. Alors, un MVP un peu particulier, spécial, les métiers de la mort. Alors dit comme ça, c'est un peu... Le thème fait peur. Ça surprend. Ouais, voilà. Alors, c'est pour Halloween aussi. C'est pour Halloween. Voilà, bientôt, ça arrive. On est en pleine actu. Il y a Halloween, il y a la Toussaint qui approche. Et oui. Mais on s'est dit qu'on pouvait en parler parce qu'il y a de nombreux métiers qui sont concernés par le sujet. En parler et pas forcément de façon très légère, mais peut-être avec le sourire, parce que les métiers autour de la mort, finalement, ils sont très nombreux en France. Il y a les soignants, il y a les médecins, il y a les infirmiers qui côtoient la mort, la vie, quand ça se passe bien, et puis la mort, hélas, très souvent également. Et on en parlera avec Julien Méniel. Salut Julien. Salut. Merci d'être avec nous. Mais avec plaisir, merci de me recevoir. Ancien infirmier, donc il connaît très bien le sujet. Tu as été journaliste. Aussi. Créateur de contenu aujourd'hui. Voilà. Et tu as notamment... DJ, je tiens à dire aussi. Il est DJ. On me l'a dit dans mon chat ce matin, on m'a dit Julien, le Julien DJ métal, c'est ça? La grande question, c'est qu'est-ce que tu n'as pas fait et qu'est-ce que tu ne fais pas Mon prochain métier, je l'ai pas encore fait. Et donc, tu as notamment une chaîne YouTube qui s'appelle Dans ton corps, du coup, qui parle de santé ou... Dans ton corps qui parle de santé, ouais. Au sens très large du terme. Santé, sciences dures, les maladies, comment ça marche, etc. Okay. Et puis santé, vie quotidienne, prévention, les petites questions qu'on peut se poser sur comment notre corps fonctionne ou fonctionne pas. En gros. Et tu es aussi sur d'autres réseaux, je crois que tu es sur TikTok sur Insta, également. Sur TikTok, je fais des streams aussi sur Twitch régulièrement. Auteur de livres également. J'écris des livres. Instant incroyable. Quel est le nom de ta chaîne YouTube? Julien Méniel? Alors, ma chaîne YouTube, c'est Dans ton corps. Dans ton corps. Et puis sinon, sur tout Twitch, le reste, sur Twitch, c'est Julien Méniel. Voilà. Comme Samuel Etienne, tout attaché. Avec les mêmes lettres. Avec les mêmes lettres, quoi. Vraiment pareil. Donc, pas les mêmes lettres. Vous avez compris, pour trouver la chaîne de Julien, vous tapez Samuel Etienne. Et bam, vous tombez dessus. Et vous suivez, et ça monte un nombre de followers. Julien, merci pour la pub. Et bienvenue dans MVP. Merci. Alors, donc, des métiers du médical en lien avec la mort, ça, bien sûr. Puis les métiers parfois en lien encore plus fort avec la mort, les conseillers funéraires, les thanatopracteurs, les fossoyeurs, les tailleurs de pierre tombales. Sabrina est avec nous. Sabrina, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à toi Samuel. Bonjour. Conseillère funéraire, hein, exactement. Notamment parce que ton rôle il est plus large, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Tu fais plein de choses très intéressantes dans cet univers et qui raconte son quotidien. Son quotidien professionnel sur les réseaux. Exactement. Et notamment sur TikTok. TikTok, ouais. Où tu as beaucoup de followers. C'est ça. Voilà. Et les démonstrations qu'on peut en parler avec le sourire, parce que tes posts sont plutôt positifs et joyeux, quoi. Exactement. Bienveillance, positivité. De toute façon, on va tous y passer. Hein. Oh là là, ça commence bien cette émission. Pas aujourd'hui, peut-être non, commence bien. On va finir l'émission déjà. Quel sujet intéressant, je suis d'accord. Ouais. Peu connu, mais intéressant, on va en parler. Je tiens juste à préciser quand même, parce qu'il y a quelqu'un dans le chat, il y a HQRD qui résume Julien par le mec qui a un tatouage d'Hanouna sur le huc. C'est qui avait un tatouage d'Hanouna sur le huc. Parce qu'il s'est fait enlever. C'est toi? Oui, c'est moi. Mais je me souviens de cette séquence. Eh ben oui. Ouais, c'est moi, ouais. Mais c'est un bon résumé de ta carrière, finalement. Tu as eu un tatouage de Cyril Hanouna sur les fesses? Ouais. Oui. Je me le suis fait exprès pour l'enlever. Tester le détatouage au laser. Ok. Je pensais que ça prendrait 6 mois, ça a pris 4 ans. Et tu l'as toujours? Ça y est, c'est Non, fini, il est plus du tout? 4 ans avec Cyril Hanouna sur les fesses? C'est ça, ouais. Sur la fesse. Oui, t'avais qu'un visage. Avec un visage. Et mais pourquoi ça a pris aussi longtemps pour l'enlever? Parce que c'était un peu mon postulat de départ. C'est trop beau pour être vrai, le détatouage au laser. On a l'impression que ça part d'un coup. Non. Et en fait, ça me paraît impensable. En fait, il faut plusieurs séances. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. En fait, on enlève couche par couche l'encre, parce que l'encre, elle rentre assez profondément dans l'épiderme. Non, c'est vraiment en surface. Ah ouais, mais c'est juste que
quand on voit les images, on voit que ça devient tout blanc, mais c'est juste du gaz, une réaction qui remonte à la surface de la peau, mais en dessous, l'encre, elle est toujours là. Donc, on la fractionne petit à petit, mais il en reste toujours. Donc, le tatouage se pâlit au fur et à mesure, mais disparaît en un certain Et là, il n'est nombre plus là. Là, il est plus là. Il reste le contour en cicatrice avec les petites piqûres d'aiguille, quoi, mais... Tu vois, Sabrina connaît déjà les médias parce qu'elle a déjà fait pas mal de plateaux télé, mais je crois que c'est son premier stream. Exactement. Et Sabrina découvre la joie de Twitch, c'est-à-dire qu'on a le droit d'emprunter tous les chemins de travers. On est là, les tatouages d'Hanouna sur le cul. C'est génial. J'adore. Donc, Sabrina, merci Julien aussi d'être là. Des métiers en lien avec la mort, en fait, il y en a plein. Notaire, par exemple. Bon, je spoil un peu. Ah, tu spoil ma chronique. Je trouve ça génial, en vrai. Parce que Ludovic, c'est notre spécialiste métier. C'est à chaque émission, il nous fait découvrir des secteurs d'activité, des métiers. Le stagiaire de 3e. L'éternel stagiaire de 3e. Il y a une chaîne YouTube, Ludovic, où justement, il expose plein de métiers. Et pour qui réfléchit à son avenir ou s'interroge sur une reconversion, c'est vraiment une mine d'or. Et ben, notaire, c'est en lien avec la naissance, avec le mariage, par exemple. Le mariage et le divorce, bien sûr. Mais aussi avec l'héritage. Avec l'héritage et la mort. Et donc la mort. Tout à fait. On en parlera justement. Ça, c'est super. Et merci Ludovic d'être avec nous. Avec plaisir. Et puis, c'est pas tout, puisqu'on a une invitée qui est pas encore sur le plateau, qui est déjà avec nous, qui est Anaïs, voilà, et qui est une jeune médecin légiste. Alors, pas encore, elle est en études, mais elle va être bientôt médecin légiste. Elle est en train de faire des études très très brillantes, avec il y a une part de médecine, une part de droit aussi, voilà. Et elle est vraiment un parcours qui est très intéressant. Et bien, c'est un métier qui interpelle un petit peu, qui est très présent dans certaines séries télé, vous savez. Ouais. Eh bien, on a une jeune médecin légiste, futur médecin légiste avec nous tout à l'heure également. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Oui. Alors, à chaque émission, vous avez un invité qui n'est pas en lien avec le thème. Heureusement pour lui, j'ai envie de dire, puisqu'on a un invité qui, à chaque fois qu'on appelle l'invité... Qui est vivant. Qui est vivant. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire. Oui. Et très vivant même. Très vivant. Et qui vient témoigner de son parcours. Parce que MVP, alors c'est une émission thématique, une thématique différente à chaque fois, mais c'est une émission qui vous parle de parcours pro et de parcours pro réussi. Et qu'est-ce qu'on a envie de demander à ceux qui ont un parcours pro réussi? Comment ils ont fait? Tout à fait. Et qui ça va être cette semaine alors? C'est Eddie de Pretto. Oh, incroyable. Bien, non? Ah oui, très bien. Très bien. Moi j'adore. Bien sûr. On vote, on fait un sondage. Ah oui, très bien. Moi j'aime beaucoup aussi. De même. Je connais absolument pas, je fais le semblant. Mais j'aime beaucoup. Eddie de Pretto, ça te dit rien? Je vois très bien qui c'est, mais Faites de trop. C'est moi, c'est le métal, moi. Ouais, bon, moyen métal. Voilà. Mais cela dit, Samuel, peut-être qu'on peut aussi parler avant, parce qu'il y a aussi l'invité mystère qu'on va recevoir. Ah, il y a l'invité mystère aussi. Paf! Je te renvoie la balle. Justement, je vais vous dire qui c'est. Non, mais en tout cas, il y aura aussi la séquence invité mystère avec celui qui remporte et qui découvre le métier de l'invité mystère aura droit à sa petite photo d'employé du mois, d'employé de la semaine, pardon. Ouais. Il y a 15 jours, c'était Jean Massier. Tout à fait, qui l'était. Donc, l'un de vous trois va devenir l'employé de la semaine. Incroyable, voilà. Et il aura le droit à un menu best... Non, pardon, ça n'a rien à voir, ça c'est autre chose, ça. Et donc, effectivement, invité mystère qui va venir sur là, il sera avec nous, on pourra lui poser des questions, il faudra deviner. Il y a un petit indice pour un de vous trois qui va gagner un jeu dans un instant pour tenter de découvrir cet invité mystère. Et donc, Eddie de Pretto, tout à l'heure pour la fin de cette émission, et on pourra lui poser des questions à Eddie de Pretto sur son parcours, à quel moment il décide de devenir artiste, comment on convainc sa famille que c'est la voie qu'on veut suivre et pas une autre, voilà. Mais c'est un métier sérieux plutôt, tout ça, voilà. Exactement. Oui, ça arrive souvent, effectivement. Merci à tous d'être ici. C'est parti pour MVP. On va commencer par un petit jeu, je vous en parlais pour gagner cet indice. Le jeu s'appelle À la une. Les jingles qu'on adore. On adore. Oh là là. Ouais. Le petit jeu pour à la une, c'est simple. Celui qui va gagner, voilà. Moi, je suis hors catégorie. Le chat, vous avez le droit de jouer. Gagne un indice pour trouver l'invité mystère tout à l'heure. Okay. À la une, en fait, c'est une question sur l'actualité. Il faut trouver la chute de cette histoire d'actualité. Okay. D'accord? On est à Saint-Lô, dans la Manche. Une entreprise de pompes funèbres a décidé il y a quelques semaines de compléter son équipe avec un recrutement, on va dire, un petit peu particulier. Vous devez deviner qui a rejoint l'équipe des pompes funèbres. Un clown. À Saint-Lô. Un chien. Ça n'est pas un clown, ça n'est pas un chien. Un CM, Community Manager. Sabrina, chacun son tour. Chacun son tour. Et on n'a pas le droit de poser de questions. Si, on a le droit. Si, bien sûr, mais Sabrina, chacun son tour, question ou proposition. Un chat?
Ok, l'émission va aller très très vite, parce que Sabrina a déjà trouvé. C'est vrai, un chat? C'est impossible. Non. Peut-être que Sabrina avait lu l'article. Non, mais c'est normal, Sabrina, le chat, tout ça, Salem. Abonné à Funéraire Magazine. Même pas. C'est parce qu'en fait, j'ai vu une vidéo tournée sur TikTok d'un chat policier. Alors je me suis dit, pourquoi pas un chat croque-mort. Elle est trop forte en fait. C'est incroyable. C'est le jeu. Qui sentait la mort. Mais je m'attendais à des questions. Alors, est-ce que c'est un animal? Julien était bien parti. Ouais, ça vous, t'étais pas loin, toi. Ouais, t'étais pas loin. Mais chat, c'est la logique même. T'as été plus maline que moi. Mais attendez, la question, c'est juste pourquoi un chat? Attends, je vois les propositions du chat. Pour faire des câlins. Alors je vois. Alors un chien était très présent dans le chat. Un cheval, pas très pratique. Ouais, pas très pratique quand même. Pas facile d'entretien. Un vautour. Ok. Oh, quelle horreur. Ambiance Lucky Luke. Ambiance Lucky Luke. Mais c'était bien un chat. Alors, en fait, l'explication, elle est trop mignonne. Je peux peut-être voir les images d'ailleurs de l'article. Le chat, qui est une petite chatte, elle s'appelle Valkyrie. Voilà. Okay. Et en fait, elle a été embauchée pour apporter du réconfort aux familles. Voilà, c'est mignon. Donc elle est présente au quotidien. Elle est dans les bureaux. Elle va. Voilà. Et alors, il paraît qu'elle est très affectueuse. Oui, parce que si jamais c'est en plus un chat qui griffe et qui aime pas, tu vois, c'est une teigne. C'est un enfer. Par les morts. Sauf quand ils sont morts. Voilà, ça, elle adore. Quand elle voit une nouvelle personne, elle va naturellement vers la personne. Elle est très affectueuse. Très bien. Et voilà. Et dans les moments, on a peut-être tous vécu ça autour de la table. À un moment, il faut aller à la rencontre d'un conseiller funéraire, et le moment est un petit peu lourd. Eh bien, ce chat, il vient sur les genoux, il vient, voilà. C'est apaisant. Et Julien, pour la petite histoire, t'étais pas loin de la vérité, parce que je suis allé lire l'article qui est dans le quotidien Paris-Normandie, là. Normandie, et en fait, ils étaient partis sur un chien, mais le hasard de la vie a fait qu'un des responsables de comment on dit le terme consacré, on dit de la pompe funèbre. Oui. Ouais, un bureau, un office. On dit entreprise de pompe funèbre. Dirigeant d'entreprise de pompe funèbre. De pompe funèbre, on dit entreprise de pompe funèbre. Ouais, directement. En fait, avait des chats à la maison, puis il y a eu une portée. Voilà, exactement. Okay. Voilà. Et puis, moi, je pense que j'ai gagné, du coup. Parce que la première idée, c'était un chien. Alors, vraiment, c'est pas le même animal. Je sais pas si tu es au courant. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils ont fait marcher les réseaux sociaux pour trouver le nom de la petite chatte, Valkyrie. Donc, Valkyrie, c'est les divinités nordiques qui guidaient les âmes des morts. Ouais, vous savez. Et en fait, c'est sur Facebook que la proposition a été faite. Voilà. Donc, Sabrina, bravo. Voilà. Attention à Sabrina qui, je trouve, très forte. Et tu as déjà un indice pour la fin pour tout à l'heure. Tu peux déjà le regarder sans le montrer aux autres. Ok. Ah oui, mais est-ce que ça va l'aider parce que d'accord, mais ça va m'aider. Mais ce sera à la fin en fait qu'il faut trouver l'invité mystère. Oui, mais ne dis rien. Ah oui, tu partages pas avec nous. Tu as cet avantage pour toi. Ok. Sauf si tu t'es sympa. Cet indice ne sert strictement à rien. Très bien. Alors, il faut peut-être du contexte Sabrina, tout à l'heure. C'est normal. On s'est rendu compte que les indices qu'on donnait étaient quand même. Voire même ça te perd. Voire même ça te perd. Donc je suis content de pas avoir gagné. Tu vois. Je vérifie, mais. Ouais. En fait, c'est un nouveau concept. Okay. C'est l'indice qui te perd. C'est l'indice, en fait. Voilà. Tu pensais être sur une piste? Pas du tout. Donc, en fait. Vaut mieux pas gagner. En fait, disons-le officiellement, une bonne fois pour toutes, cet indice ne sert à rien. Voilà. Sabrina, merci encore d'être avec nous. C'est ton moment, puisque Sabrina nous a préparé une petite presse que voici. Sabrina, je rappelle que tu diriges une entreprise de pompes funèbres à Montauban. Oui. Tu es aussi conseillère funéraire, tu es maîtresse de cérémonie aussi, donc ton rôle en fait il est très large. Et puis tu partages aussi ton quotidien professionnel sur les réseaux sociaux. C'est ça. Pourquoi? Pour démystifier un petit peu le métier ou quoi? Pour dédramatiser un petit peu la mort et apporter une image un petit peu différente, à savoir la bienveillance, l'humanité, le rire, le partage aussi. Et il faut savoir que la base de notre métier, c'est quand même la bienveillance et l'humanité. Ouais. Et malheureusement, on est trop dégradé. On est un métier essentiel, mais on est dans l'ombre. Et on mérite d'être dans la lumière parce qu'on est un métier essentiel. Sans nous, malheureusement, les derniers hommages n'auraient pas lieu. Donc c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas mettre ce si beau métier en avant, qui est un des plus vieux métiers de la Terre, clairement. Et je me suis lancée un petit peu sur les réseaux pour apporter cette bienveillance, cette bonne humeur aussi. Parce que oui, on est des gens, on n'est pas que des croque-morts glauques, lugubres, l'image du croque-mort, quoi. Non, coloré, vivant, et bien vivant. Eh ben c'est la chronique que nous propose Sabrina, c'est la vie de croque-mort. D'ailleurs, juste une parenthèse avant de commencer, cette expression croque-mort, comment tu la vis, toi? Moi, j'en rigole.
C'est vrai, on dit souvent ça encore. Comme ça, on est d'accord. Hein, oui, non. On croque plus l'orteil. Non. Oui, j'avais oublié moi l'origine. Et oui, c'est pour ça, à croque-mort, on croquait l'orteil, c'est ça, non, le truc est voir si. Mais non, c'est une légende urbaine. C'est une légende urbaine. C'est vraiment une légende urbaine. En fait, le croque-mort vient tout simplement qu'à l'époque de la peste, on mettait les corps des personnes devant les maisons et en fait on déléguait des personnes qui allaient à l'aide d'une fourche, à l'aide d'un croc récupérer les corps pour pas être contaminés, donc on croquait. C'est ça. Voilà. Donc c'est pas la légende urbaine qu'on évoquait, c'était le fait que raconter une histoire que pour vérifier que la personne était bien morte on lui croquait l'orteil. Ouais. Et s'il faisait aïe, bon bah c'est bon, tu peux repartir. Je ne croque pas les orteils, je déteste les pieds, clairement donc. La question a été posée dans le chat tout à l'heure de savoir si tu l'avais déjà fait croquer un orteil. Non. Et non. Oui, j'adore ça. Tous les matins au réveil. Le reste ne nous regarde pas après. Croquer des orteils. Ah oui, c'est ma passion. Le chat est très en joie parce qu'effectivement c'est un sujet sur lequel il y a plein de plaisanteries possibles. Bien sûr. Voilà. Je suis surpris qu'on n'ait pas encore eu la question. Est-ce que l'expression mange tes morts bien sûr. Vient de là. Soulève tes grands morts. Aussi. Bon, Sabrina, je me tais. C'est à toi. Tu vas nous parler un petit peu de cette vie de croque-mort. Ok, alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Tout, en fait. Tout? Ok. Voilà. Comment on en vient dans ce métier déjà? Toi, par exemple, comment ça commence? Parce que tu as eu une autre vie professionnelle avant. C'est ça. Moi, j'étais dans l'hôtellerie-restauration avant. Rien à voir. Rien à voir, exactement. On couche aussi les gens. Ouais. Oui, mais alors normalement, ils se réveillent, ils se lèvent après. Ils sont censés être moins mortuaires que. Voilà. Oui, en général. Joli. Bon, ça va. Joli. L'ambiance est moins mortelle. Donc, hôtellerie-restauration. Et qu'est-ce qui te fait embrasser ce secteur un peu à part, quoi? Alors, la chose la moins drôle, on va dire, de cette partie d'histoire, c'est qu'en fait, moi, mon père tombe malade il y a 5 ans et demi, un cancer, et malheureusement, il décède en 2018. Et en fait, ça m'a vraiment bouleversée, chamboulée. J'ai été confrontée à la pire chose qu'on peut vivre sur cette terre, c'est perdre un être cher. Et j'avais envie de rebondir. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie? Lui, il a trimé toute sa vie pour ne pas, au final, profiter. Il n'était pas forcément épanoui et tout ça. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Et en fait, d'organiser les obsèques de mon père, je me suis rendu compte de l'importance que c'était d'organiser et de mettre en place des derniers hommages. C'est essentiel, c'est des moments très importants pour les familles. Pour les vivants, en fait. C'est pas plus essentiel pour les vivants. On peut pas en faire plusieurs. Ouais. Ah oui, ouais, non. Oui, s'il est raté, il est raté. Voilà, tu ne fais pas tous les 10 ans, allez, on le refait, on ressort, on refait. De ton décès. Dans ma jeunesse, j'avais été invité au mariage d'un copain comme ça, et mon emploi du temps faisait que je pouvais pas y aller. Et les autres amis m'avaient dit, j'avais pas trouvé très sympa, m'avaient dit, c'est pas grave, tu viendras au suivant. Là, c'est pas possible. Le jeune homme était coutumier du fait. Donc là, c'est pas possible. Et du coup, je me suis dit, je me suis cherché un petit peu. J'ai fait un stage dans une pompe funèbre. Je me suis dit, pourquoi pas. Pour voir. Ouais. Et là, révélation. Le premier adoré. jour. Ah oui, mais vraiment, je suis tombée amoureuse. Vraiment, j'ai aimé ce métier bien plus que je n'ai pu aimer n'importe qui sur cette terre, quoi. Oula, ah ouais, carrément. Moi, je le dis souvent, ce métier, c'est l'amour de ma vie. Et pourquoi? Qu'est-ce qui t'a... C'est la mort de ta vie. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Oui. Ça compte des points, ça, pour l'emploi. J'ai raté celui-là, Ludo. Ce métier, c'est l'amour de ma vie. Je disais, ce métier, c'est la mort de ta vie. Joli. Ouais, en fait, ce thème est vraiment propice à tous les gens. Oui, là, c'est clair. Profitons-en, le chat, vous pouvez Bien sûr. C'est quoi? Est-ce que c'est le côté très relationnel, très intense, très fort avec les familles qui viennent te voir? Là, tu as une mission qui est très importante. C'est ce goût de l'autre, peut-être, c'est ça? Exactement, ce goût de l'autre, et c'est surtout le fait de se sentir utile. D'être vraiment l'épaule sur laquelle les personnes vont se reposer, etc. C'est vraiment, pour moi, c'est essentiel, quoi. Et puis, c'est un métier qui est très varié, très vaste. On fait plein de choses. Et moi, je suis un caméléon. J'adore faire 50 000 choses. Et c'est vrai que dans ce métier, je me retrouve à 100%. Mais alors, question pratico-pratique. Parce que du coup, tu fais un stage. Tu te dis, je vais ouvrir mon entreprise de pompe funèbre. Alors, j'ai pas ouvert mon entreprise de pompe funèbre de suite. Parce que l'idée, c'est comment on fait, mon quoi. Diplôme. Ah oui. Ah voilà. Il y a des études, des trucs comme ça. Parce qu'en fait, c'est une profession qui est encadrée, c'est ça. C'est ça. Bon, tout le monde peut pas. Sinon, ce serait vite le bordel. Non, tu vois. Ouais, il y a un diplôme de conseiller funéraire, maître de cérémonie. Alors, il y a plusieurs paliers de diplôme dans le funéraire. Le premier qui est porteur-chauffeur, fossoyeur. Donc, c'est ceux qui vont nous suivre en cérémonie, qui vont porter le cercueil ou conduire les véhicules funéraires. Il va y avoir le deuxième palier, donc le maître de cérémonie, qui lui vraiment sera vraiment l'interlocuteur des familles le jour de la cérémonie. On va avoir agent d'accueil en chambre funéraire ou qui va faire de la vente d'articles funéraires, etc. Et le quatrième palier, qui est conseiller funéraire,
qui regroupe les 3 premiers paliers. Ah, donc il faut passer les 3 premiers d'abord. Pour être conseiller funéraire. Si on passe directement conseiller funéraire, on a automatiquement les 3 premiers. Okay. Voilà. Donc c'est une formation qui dure 3 mois, qui est diplômante, et après on peut se former un petit peu plus haut, c'est-à-dire pour être dirigeant d'entreprise funéraire. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, tes missions, toi, elles sont assez larges, je crois, parce que tu es conseillère funéraire, mais tu es aussi, on dit, maître de cérémonie, je crois. Exactement. MC, quoi. MC, tout à fait. Elle arrive. Ça va, les gars, ou quoi? Si tu cherches un DJ, t'es pas une seconde. Oui, pourquoi pas, franchement. Retrouver Julien dans des petites cérémonies. Je connais déjà quelqu'un qui rêverait d'avoir un DJ à ses obsèques. Ah bah écoute, là, c'est bon. Et alors, je suis chaud, contrairement à lui. Aujourd'hui, c'est quoi? Alors, moi, je suis l'interlocuteur principal des familles, donc c'est-à-dire que... L'accueil, déjà, c'est toi qui les accueilles. Exactement, l'accueil. Je prends en charge les familles, je les aide et je les accompagne vraiment dans tout le procédé, c'est-à-dire les démarches administratives, les déclarations de décès, etc. Je vais faire tout ce qui est choix de cercueil, cérémonie, les accompagner, les conseiller aussi sur ce qu'ils ont le droit de faire ou pas, parce que la législation dans le funéraire... il y a une législation, je suppose, qui est hyper stricte, quoi. Notamment sur le transport du corps, notamment sur les cendres, la conservation des cendres, la dispersion des cendres. On peut pas faire n'importe quoi. D'où d'ailleurs. C'est tout ça, toi. Oui, les délais légaux pour inhumer ou crématiser une personne. Vraiment, il y a énormément de législation dans ce milieu. J'ai une question, mais vous allez. Je savais pas ça. Crématiser. Vous allez chercher le corps ou il vous est livré? C'est là, je suis sur je suis une question logistique, là. Là, c'est Là, c'est Amazon, là. Non, mais en gros. Pratico-pratique. En gros, c'est-à-dire que, est-ce que c'est, je m'y connais pas forcément, mais il est stocké où déjà en attendant? On voit qu'il est pas mort souvent. Et après, malheureusement. Pas le sujet. Tu vois, où est-ce qu'il est stocké? Et puis après, c'est vous qui allez le chercher à l'endroit, ou est-ce que c'est au contraire, je sais pas, le côté médecine légiste qui va te le livrer? Comment ça se passe? En fait, alors déjà les corps ne sont pas livrés. Les pompes funèbres sont les seules à faire du transport de corps également. D'accord. Donc il y a que les pompes funèbres qui transportent des corps. Parfois, il y a des anecdotes, c'est rare, heureusement, de particuliers qui transportent des corps, par exemple. Oui, il y a eu. Papy ou Tata est mort, bref. Tu vois, mais c'est Little Miss Sunshine, ça. Économiser un truc. On le met sur la place. À l'arrière, là. Non, sur la place du mort, du coup, tu le mets devant. Bien sûr, évidemment. Avec la ceinture droite. Et les deux, tu traverses la France. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Et des lunettes de soleil, là, pour faire semblant qu'il dort. Et du coup, en fait, un défunt, il peut décéder en EHPAD, en hôpital, sur la voie publique, ça peut être un accident de la route aussi, ou à domicile même. Donc, en fait, c'est nous qui allons chercher les corps dans les EHPAD, dans les hôpitaux, sur les voies publiques ou dans les domiciles. Mais c'est pas vous qu'après l'embaumement et tout ça, c'est pas... Alors ça, c'est le thanatopracteur. Donc là, vous le livrez chez lui. Le défunt va être amené dans une chambre funéraire ou dans un laboratoire. Là, on va y pratiquer les soins de conservation. Chose qui n'est pas obligatoire en France, le soin de conservation. D'accord. Donc ça peut être aussi une toilette rituelle ou une toilette mortuaire simple. Ensuite, le défunt sera exposé en chambre funéraire ou potentiellement en retour à domicile, suivant les volontés de la famille et du défunt. Ah oui, ça, on peut faire ça. On peut le faire, exactement. Ça se fait vraiment, surtout dans les campagnes. Pour la veillée. C'est traditionnel. Ça se fait encore. J'ai plusieurs messages, avant de te laisser poursuivre, que je trouve intéressants. D'abord, tu parlais de la formation. Et les gens s'accordent à dire que c'est bien. Quelqu'un me posait la question de savoir si c'est Twisted Art, s'il y a des vérifications sur l'état psychologique du candidat. Tu vois, pour être conseiller funéraire, tu vois, parce qu'en fait, c'est quand même un métier particulier. Donc, est-ce qu'il y a des choses à ce niveau-là? Non. Mais il devrait. Parce que c'est clairement un métier qui, psychologiquement parlant, a beaucoup d'impact sur nos vies personnelles. Il y a énormément de séparations dans les couples, énormément de divorces, parce que c'est un métier à temps plein. C'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On vit des choses qui sont très compliquées, on voit des choses qui sont dures. Très dures. Une charge émotionnelle folle. Une charge émotionnelle qui est forte. Et c'est vrai que derrière, si on n'a pas cette stabilité familiale, amicale et tout ça, c'est très compliqué psychologiquement. Et il y a énormément de personnel du funéraire qui consultent des psychologues ou des psychologues. D'être dans le dialogue quotidien avec la mort et la peine et la douleur des familles, forcément apporter un impact. Donc il y a le côté accueil des familles, et puis il y a l'aspect maîtresse de cérémonie aussi. Et ça, c'est autre chose. Ça, c'est ma petite partie à moi, favorite. Ouais, je sais. Parce que c'est vrai que plus on avance dans les années, plus le monde du funéraire se modernise et on propose de plus en plus de personnalisation. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les obsèques ressemblent de plus en plus aux familles et aux défunts. Et ça, je trouve ça super. Ça. Et ça, c'est extraordinaire parce que les familles se disent on peut faire ça, on peut faire ça.
Moi, j'ai organisé des gestes d'hommage, mettre le monsieur adorait les chocolats, les Milky Way, par exemple, ou les Kinder et tout ça. Ouais, non mais c'est ça, c'est très précis. Donc en fait, le geste d'hommage, on a déposé des Milky Way sur le cercueil. Dans le cercueil. Oh, dans le cercueil, ça a pourri en plus. Ah, ça va. Parce que sur le cercueil. Okay. Donc certains récupéré les Milky Way pour les bouffer. Ils sont tous mangés. Ça, c'est mes porteurs qui ont récupéré. En vrai, oui, bien sûr. Bien sûr, il faut. Tu la récupères. Il n'y a plus les slideshows avec des transitions Windows Movie Maker des années 2000 là, par en cœur et tout ça là. Ouais. Avec la musique de. Ça se fait toujours, ça, on est d'accord. Moi, je veux ça, moi. J'ai une question. Oui. Parce que tu sais, moi, fun fact, c'était mon rêve d'enfant d'être employé funéraire. Oh là là, mon rêve d'enfant. Mais vraiment. Mais c'était prochain métier du coup. Possible. 3 mois de formation, franchement, ça se fait. Tu disais tout à l'heure que tu ne connaissais pas encore ton futur métier, donc peut-être qu'il se passe quelque chose là. Non, moi c'était à cause de Lucky Luke. Je trouvais que dans Lucky Luke, les croque-morts étaient méga stylés. Quand ils prennent la taille là. Non, puis surtout ils avaient un queue de pie, un haut de forme et tout. C'est Julien Adams. C'était exactement ça. Et j'ai aussi été amené à préparer des obsèques pour des proches. Et la question à laquelle je m'attendais pas, c'est moi c'était des crémations, c'est quel morceau de musique vous voulez passer pour la levée du corps. J'ai été pris au dépourvu et je me pose une question, tu réponds si tu veux, mais c'est quoi le pire morceau qu'on t'ait demandé pour une levée du corps? Très bien ça. Yes. Alors, L5. Alors celui que je trouve le plus drôle et le plus autodérisoire, c'est Allumer le feu. Ah ouais, mais voilà. Tu vois, tu l'as dit. Alors ils l'ont vraiment passé. C'est une demande qui arrive assez souvent. Ils l'ont vraiment passé. Ah non, mais vraiment, plusieurs fois. Plusieurs fois, je l'ai entendu. C'est fréquent. Il y en a qui disent dans le chat I Will Survive. Ouais, pas mal. I Wait Well. Après I Wait Well, celle-là aussi. I Wait Well, putain. Mais j'ai eu du Joule aussi. Bon. Yes. Voilà. En bande organisée. Ouais, je sais même pas le faire. Voilà. Ça y est, c'est fait. On nous propose Sébastien Patoche. Mais le feu, c'est pas une légende. Patrick Sébastien. Comme ça, j'ai déjà fait. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Mais j'ai déjà eu à faire une chenille géante. Oh la vache. Au milieu? Oh waouh! C'est clairement mon prochain métier. Oh waouh! Attends, il y a une. C'était une de mes anecdotes. Attends. Incroyable ça. À un moment de, au moment de la série, enfin de la. Ah ben c'est. Oh la vache. Ah ben. C'est ça? Non, alors ça c'est pas des obsèques. Non, là c'est juste en EHPAD. C'est en EHPAD. Ok. Mais ça ressemblait presque à ça. Tu as eu une chenille géante au moment de la. Je me suis retrouvée en plein milieu parce qu'en fait. Raconte. Ils ont commencé à lancer la musique et puis 2 personnes de la famille ont commencé à s'accrocher, vraiment. Et puis ils ont tourné autour du cercueil et puis ils prenaient des personnes au fur et à mesure. Et puis à un moment donné ils m'ont pris, je me suis retrouvée dans la chenille. Toi aussi, dans la chenille. La chenille qui. C'était l'enterrement d'un papillon d'ailleurs. Ah non, mais c'était parce que le défunt était très bon vivant, il adorait vraiment ces fêtes de village. Le fameux, c'est ce qu'il aurait voulu. C'est ce qu'il aurait voulu, ouais. Non mais tu disais qu'on boive juste 1 litre de vodka. Allez hop. Les cérémonies sont de plus en plus personnelles et ressemblent de plus en plus à la famille et aux défunts. Mais c'est formidable ça. Il y a une liberté. Et alors, sinon, est-ce que tu as à l'inverse eu déjà des cérémonies où tu sens que les gens qui sont là, ils aimaient pas tellement le gars qui est dead quoi? Oui, j'ai déjà eu la maîtresse qui s'est pointée en plein milieu de la cérémonie. Un vaudeville. Tu as la Ciel mon mari du défunt qui s'est pointée en pleine cérémonie. Ah oui. Incroyable. Pour dire quoi? Déjà, elle pouffait de rire toute la cérémonie. Elle pouffait de rire toute la cérémonie. Elle pouffait de rire? Ah oui, non, mais c'était de la folie. Et puis l'épouse vient me voir, elle me dit bon, on peut pas faire un truc. Elle savait l'épouse? Non. Elle s'en est rendue compte au bout d'un moment. Donc ça a été vraiment la galère quoi à gérer. Ça a été très la galère à gérer parce que du coup elles se sont embrouillées en plein milieu de la cérémonie. Oh purée. Ouais, il y a eu un petit crachat sur le cercueil, etc. Je me suis dit oh là là, mais pourquoi ça m'arrive à moi ça? Il y a un scénariste, il fait ça pour un film, on lui dit non c'est trop gros. Non c'est trop gros. Non c'est réel. Non, tu as vécu ça? Ouais. Et après c'est parti en chenille, c'est eux d'ailleurs, c'est les mêmes. Ouais voilà pour fêter ça du coup. C'est trop con. Non mais des bagarres dans les cimetières, des choses comme ça arrive. Ça arrive malheureusement. Tu as assisté à des bagarres dans les cimetières? Oui, ma toute première cérémonie en tant que maître de cérémonie. Non. Ah, oui. Ça s'est bagarré? Ah oui, ça s'est bagarré. Pas à cause de ma cérémonie, elle était très bien ma cérémonie. Oui, on remet pas en question, attention Sabrina. Tension famille et puis les émotions de chacun et chacune. Incroyable. C'est vrai qu'on vit toutes les émotions, ça peut être la joie, ça peut être le rire, étonnamment. Puis des fois, on a des réactions inadaptées parce que c'est ça. Et puis règlement de compte, ils se sont pas vus depuis des années. Un n'aimait pas lui, hop, et puis ça part loin, quoi. Mais tu vois, c'est intéressant parce que là, tu nous fais découvrir la réalité de ce métier. Oui. Alors,
quand tu le connais pas, tu te dis c'est quelque chose qui peut être très monotone. Oui. Répétitif et froid. Et en fait, pas du tout. Un petit mot, la famille, bon, ok. Ouais, c'est ça. Okay. Je sors mon classeur avec mon texte toujours le même, et puis voilà. Mais en fait, chaque histoire et à chaque fois, c'est une. Chaque histoire est unique, en fait. Chaque famille est unique, chaque défunt est unique. Et c'est vrai que moi, chaque cérémonie, je souhaite qu'elle soit unique. Vraiment. Par exemple, je sais que tu as une autre anecdote à nous raconter. Unique parce que à un moment, cette émission part totalement en sucette, il y a une histoire de sextoy. Quoi? Oui. Dans le cercueil? Je ne sais pas, Et le sponsor de cette émission. Je me désolidarise. Un truc à nous raconter. Quoi? Voilà. On peut savoir ou pas? Là, maintenant, il faut y aller. Ouais, là, faut le dire. Ok, d'accord. De suite, quand il s'agit de sextoy, ça s'enjaille. Bien sûr. Bah oui. Du coup, en fait, il y a quelques années de ça, au début, j'ai accompagné une dame qui a fait un contrat obsèque. Donc, elle était vivante. Elle avait des volontés bien particulières. Là. Oui, voilà. Donc, je me suis dit, à un moment donné, ça peut être des fleurs de certaines couleurs. Non, je voudrais un cercueil vibrant, s'il vous plaît. Presque. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit, j'ai jamais été satisfaite par un homme. J'ai découvert la magie du sextoy. Et du coup, je veux partir avec mes sextoys. Tant mieux. Mais elle avait une sacrée collection, il y en avait une vingtaine quand même. Je trouve ça trop bien. Monique, si tu une vingtaine. Une vingtaine de sextoys. Il faut laisser de la place quand même dans le cercueil. Il faut un cercueil adapté. Au courant ou pas de ce souhait? Alors non, parce que justement, elle voulait pas que sa famille soit au courant. D'ailleurs, pour la fermeture de cercueil, il y avait que les porteurs et moi-même. Voilà. J'ai une question. Oui, on a enlevé les piles. Voilà. Oui. Parce que je sais que par exemple pour les pacemakers, pour les batteries au lithium, que ce soit pour les crémations ou les piles. Tu fais attention à ce que cette dernière volonté, en fait, elle soit pas connue du reste de la famille, quoi. C'est ça. En fait, les volontés du défunt, quand c'est stipulé sur un contrat obsèque, on est obligé de les respecter. Bon, déontologiquement parlant, si c'est craignos, on respecte pas. Si c'est illégal, non. Voilà. Par exemple, on m'a déjà demandé que le défunt parte en costume complet. Quoi? Ça a été refusé. Quoi? Oui. Avec des sextoys aussi. C'est tout ensemble. Donc, c'était un souhait du défunt? Oui. Lui, il s'est dit, je veux partir en costume. En costume. Ah ouais, lui, c'était directement dans l'enfer. Trois fois, vous avez prononcé 3 fois le nom. Oui, c'est vrai. Ça veut dire qu'il arrive. Soit ban Twitch, soit il va apparaître. Non, mais il y a des jeux. Ok. Oui, non, mais tout est possible. Mais encore une fois, un scénariste propose ça, on lui dit, mais non, c'est pas possible, c'est trop gros. Dans la vraie vie, personne ne peut faire ça. C'est fou. Quelle horreur. Ça, évidemment, tu dis non, ça. Non, ça, déontologiquement parlant, c'est impossible. T'as qu'à lui dire oui, puis tu le fais pas. Est-ce qu'on a le droit de se faire enterrer tout nu? Oui. Ça, c'est intéressant. Je vais prendre ça, je pense. T'as intérêt à être beau gosse, alors. Très bien. Je fais du sport avant. Une dernière anecdote, faisons un tour de table sur... Comment on a envie d'être enterré? Voilà. Super. Qui veut se lancer? Moi, crémation, moi. Ouais, crémation aussi. Donc, du coup, moi, il faudrait mieux mettre des allumes-feu dans le cercueil, ce serait plus simple. Du zip. Ou du maïs pour faire des pop-corn. Aussi, ouais. Non, moi, je veux être... Je sais, il y aura Domingo qui arrivera. Mais je sais exactement ce que je veux après. On me l'a déjà demandé. Mais là, j'ai refusé clairement. Qu'il y ait du maïs. Qu'il y ait du maïs dans le cercueil pour que ça fasse du pop-corn. Et c'est Domingo qui a demandé ça, c'est Domingo. Un petit coucou. Voilà, c'est lui. Un petit coucou à Domingo. Moi, j'ai pas encore choisi. C'est une vraie question que je me pose. Tiens, enterrement, crémation, tradition, tu vois, comme on fait les parents, les grands-parents, ou crémation, qui est un phénomène un peu plus nouveau. Oui. Je sais pas, si je devais t'enterrer avec un truc, je sais pas. Il y a Minbat dans le chat qui propose en Batman. Tu irais bien aussi. Ouais, ou en Batman. En Batman ou en Yakuza. Moi, j'ai vu qu'on pouvait. Ou sinon, je propose, là. Samuel, que pour ton enterrement, on fasse un stream Twitch. Pas mal. Un enterrement en direct. Le train de la hype. Avec tout le chat qui défilerait. Ben oui. Tout le chat. Et puis à chaque sub, ça avance un peu, tu sais. Où ça monte le petit message épinglé. Et oui, il est mort. Ah ouais. Ce serait génial. Ben oui, on rediffuse les. Qu'est-ce qui se passe? Les commentaires sur un écran derrière. Lis le message épinglé. À propos de réseaux sociaux, une dernière anecdote qui, je crois, concerne Facebook. Ah ouais, en effet. C'est quoi, c'est le pire en pire. Tu te déconfies à vue d'œil. Non, c'était très très drôle, mais très surprenant surtout parce qu'en fait, j'ai reçu une famille, je me suis occupée du transport de corps, etc. Donc on organise les obsèques, on cale la date, l'heure et le lieu. Ok. Et là, la personne, le fils du défunt me dit, vous me confirmez bien, etc. Je dis oui, je vous confirme date, heure, lieu. Ok. Il prend le Facebook de son papa qui venait de décéder
et il écrit Salut à tous. je vous convie à mes obsèques, vous le savez, je suis mort. Comme les enfants, là, tu sais. Ouais, voilà. Je suis mort, mais pas de rire. MDR. Jean Blaguin. Voilà, c'est ce genre de blague. Et buvez un verre à ma santé, j'en serais. Ah, quelle horreur. Non, c'est comme les gens qui ont un nouveau-né et puis qui le font parler à la place. C'est je vais bien, je suis né à telle heure, je pèse tel. C'est Papa et pareil. maman sont très fiers de moi. Oui, voilà. C'est vrai, je trouve ça naze. Vous avez pas vu cette vidéo en Angleterre des obsèques d'un type et tout d'un coup, en plein milieu des obsèques, donc le cercueil est vraiment descendu en terre et tout, et là, on entend la voix du mort qui fait qu'est-ce qui se passe? Il fait tout noir là-dedans. Et c'est un mec qui l'avait enregistré. En prévision, il avait son enterrement. Et tout le monde au début est hyper choqué. Mais je trouve ça génial. Moi, j'aime bien l'idée. Je trouve ça très génial. Mais là, tu nous fais découvrir une facette de ce. En fait, on se rend compte que quasiment chaque jour, il y a une histoire différente et que c'est à toi de t'adapter. C'est un métier d'adaptation, clairement. Tu te vois le faire. Moi, tu as eu une autre vie professionnelle avant. Toute ta vie, j'ai l'impression que tu aimes ce métier. Il y a BM1018 qui me demande est-ce qu'on peut être momifié? On peut ou pas? Non, pas loin. Embaumé, ça se fait aux États-Unis, au Canada, beaucoup. Maintenant, on appelle ça des soins de conservation, quoi. Tu connais tellement bien ton sujet, c'est vraiment. On sent que c'est une passion, c'est incroyable. Moi, j'en suis très passionnée. Le jour où je décède, je ferai appel à toi. Alors, je vais pas dire avec plaisir, mais avec plaisir. Ça fait vraiment un immense plaisir. Je serais honorée de pouvoir organiser tes obsèques. Elle te fait signer le contrat. Par contre, du coup, j'ai pris des contrats. Voilà, à la sortie, paf, mais est-ce que peut-être pour les gens qui regardent, est-ce que c'est un secteur qui est en recherche? D'emploi. C'est un bon emploi. Alors, bon emploi, je vais être claire, nette et franche, c'est très mal payé. On se fait l'image du croque-mort qui s'enrichit sur machin. C'est un métier qui est très très mal payé pour le nombre d'heures et l'investissement personnel qu'on donne à ce métier. C'est un métier où il y a de moins en moins de débouchés et encore moins pour les femmes. Ah ouais. Voilà. Ok. Bon après, c'est très dur de se faire une place quand même. Les clients portent rarement réclamation après, quoi. Ça c'est l'avantage. Le service après-vente est assez tranquille. Assez calme. Mais je te posais la question parce que je suis allé à un enterrement. L'entreprise de pompes funèbres, ils gagnaient pas assez d'argent avec leur activité de pompes funèbres, donc ils avaient aussi ouvert un salon de coiffure. La dame travaillait à mi-temps dans chaque. D'accord. Pour vivant. Pourquoi pas. Pour vivant. Pourquoi pas. Et j'étais dégoûté. J'ai fait, hélas, la blague au cimetière dans l'oreille de ma copine, dont on enterrait le grand-père. J'ai dit, c'est vraiment dommage qu'ils aient pas appelé ça chambre funéraire. Ah ouais, chambre funéraire, bravo. Ouais, ça aurait été très drôle. Dans le chat, certains t'écoutaient et écoutaient ta très bien ce métier et du coup étaient un peu hypés, un peu tentés. Et du coup, mais il y a Inverse Distribution qui était en train d'envisager une reconversion. Puis quand t'as parlé des sous, il a dit bon bah c'est mort alors. Bah ouais. Mais après, quand on fait un métier passion, un métier vocation, on le fait pas pour l'argent. Oui, mais quand même, ça veut pas dire parce que c'est métier vocation et passion qu'on doit être mal payé. Oui, non, mais c'est sûr, on est mal payé. Mais à titre personnel, ça ne me dérange pas de me lever tous les matins pour ce salaire-là. Tant que je suis épanouie, c'est le plus important pour moi. Et si on veut suivre toutes tes aventures, parce que tu postes de ton quotidien sur les réseaux, notamment sur TikTok, qu'est-ce qu'on tape sur TikTok pour te trouver? Sabrina Bérenguier Sali. Voilà, ouais. On mettra dans le chat. Regarde, il y a déjà, ça y est. Moi, j'ai tenté l'expérience. Tu tapes Sabrina sur TikTok, on te trouve très vite. Bon, Sabrina. Il y a le lien qui est. Sabrina mort. Tu restes avec nous, Sabrina. Ouais. Mais merci du fond du cœur parce que je trouvais ça passionnant. C'est incroyable. Voilà, et tu me feras signer le contrat juste après l'émission. Mais lui, les poignées dorées, là. Mais lui, les poignées dorées. Toi aussi, d'ailleurs. Tout le monde ici. Oui, avec l'interphone à l'intérieur. On a le temps d'un petit sondage ou pas? À moins que vous l'ayez. Je m'étais dit qu'on pouvait. Un petit sondage rapide à ceux qui nous regardent. Est-ce que vous seriez tenté de faire ce métier particulier et qui demande ses qualités? De mourir. Vous, on va lancer le sondage et puis je le lirai dans quelques minutes. Seriez-vous capable de faire ce boulot? Oui, non, faut voir. Voilà. Ce sera intéressant de voir le résultat. On a le jingle ici. Voici le jingle de l'interview Post-it. Anaïs qui nous rejoint. Bonjour Anaïs, comment ça va? Bonjour. Ça va? Bonjour, Anaïs, en coulisses, tu as entendu un petit peu les anecdotes de Sabrina? Tout à fait, j'étais surprise par le popcorn, j'avoue. Incroyable, ouais, c'est fou. On va poursuivre notre exploration des métiers liés à la mort avec Anaïs, qui est futur médecin légiste. C'est ça, Anaïs, hein? On croise les doigts pour. Études de médecine, études de droit aussi. Alors moi j'ai fait Sciences Po effectivement à la base, donc j'ai étudié droit là-bas. On va te rapprocher un petit peu le micro parce que voilà. C'est mieux comme super. Ça. Ok. Donc oui j'ai fait Sciences Po, donc c'était un parcours essentiellement juridique. Ouais. Après j'ai fait un master de criminologie et un master de criminalistique. Waouh. Et là je suis externe en médecine à Rennes
pour devenir médecin légiste. Et à un moment, tu as dû même cumuler sans doute ces cursus, non pour Oui, ouais, je suis rentrée directement au Master 2 sans passer par le Master 1, donc j'ai gagné quelques années. Et j'ai pas fait la première année de médecine, j'ai fait ce qu'on appelle la passerelle, qui permet de rentrer directement en deuxième année de médecine quand on a déjà 5 ans d'études derrière nous. Et je crois que tu as déjà même fait un stage en médecine légale, c'est ça ? Tout à fait, oui. J'ai été externe dans le service de médecine légale et j'y suis passée aussi pendant mon Master de criminologie. Encore un métier qui provoque ta curiosité. Tout à l'heure, quand j'évoquais ton futur métier, je disais c'est un métier qu'on voit souvent dans les séries américaines et qui provoque beaucoup de curiosité, de questions. On va échanger tout à l'heure à ce propos. Donc le parcours, ok. Est-ce que c'est le parcours type du médecin légiste en France, c'est-à-dire études de médecine et de droit à Sciences Po ou pas ? Il y a un parcours type ? Pas du tout. Moi, j'ai fait le parcours atypique qui est très long, mais il y a le parcours plus simple qui est de rentrer directement en médecine après le bac, de faire sa première année. Okay. Donc, il y a le concours. Maintenant, c'est PASS ou LAS, 2 voies d'accès. Et ensuite, de faire l'externat, puis le concours de l'internat qui permet de choisir sa spécialité. Donc, c'est 10 ans pour être médecin légiste en France, 4 ans d'internat. Moi, du coup, j'ai fait, comme je vous le disais, la passerelle. Donc, j'ai fait d'autres études avant. C'est pas du tout nécessaire, mais ça va être un gros plus, en fait, pour mes études parce que, en fait, j'ai déjà les bases de droit et de criminologie qui sont nécessaires pour être médecin légiste. Reste le côté médical à développer. Mais du coup, ça te fera combien de temps en plus d'études après le bac parce que tu as vu que tu as fait la passerelle ? 16 ans d'études post-bac, 16 ans, ok. Alors, ne faites pas ça. Message de despote à l'instant, légiste, il faut avoir le cœur bien accroché. Oui. Effectivement, je pense que c'est un métier qui n'est pas fait pour tout le monde, mais comme tout le monde autour de cette table, chacun ses appétences et ses compétences. Alors, je pense qu'il faut un peu aussi dédramatiser. C'est pas ce qu'on voit dans les séries américaines tous les jours avec des cadavres en décomposition, plein d'asticots. Ça existe, c'est pas que le quotidien non plus. Okay. Parfois, ils sont plus frais. Exactement, et surtout, on a beaucoup de victimes vivantes en fait en médecine légale. Pardon Et oui. Victimes vivantes. En fait, très intéressant, c'est-à-dire 80% de l'activité du médecin légiste en France, c'est de travailler avec des victimes vivantes, par exemple des victimes d'agressions sexuelles, des victimes de violences conjugales, ou tout simplement des constater des violences, par exemple. Parce qu'en fait, c'est toi qui légalement peux du coup dire en fait que il y a des choses qui se sont passées, etc. Enfin, attester de certaines choses. Exactement. Nous, en fait, le médecin légiste, son rôle, c'est de constater les lésions, de les mesurer, de les décrire très précisément pour voir en fait si la version concorde ou pas. Et puis après, d'écrire un rapport pour le magistrat qui pourra orienter sa décision en fonction de l'ITT. Et justement, sur ITT, la question vient de me poser dans le chat pour les accidents du travail, les ITT. Est-ce que c'est aussi toi qui interviens ou pas ? Alors, on peut intervenir dans le cadre d'accidents du travail, mais on n'est pas spécialisé particulièrement dedans. D'accord, mais ça peut être... Tout à fait, s'il y a des violences dans le cadre du travail, on peut intervenir aussi. Il y a combien de médecins légistes en France ? Je suppose que c'est pas... C'est un métier qui est... Alors, ça fait qu'une dizaine d'années maintenant que c'est une spécialité à part entière. Avant, c'était des médecins généralistes pour la plupart du temps qui se spécialisaient. Là, maintenant, c'est un internat de 4 ans. Voilà, et il y a à peu près 20 postes par an qui sortent pour 10 000 candidats à l'internat de médecine. Pour 10 000 candidats ? Voilà, alors mais il y en a très peu. Il y en a trop peu. C'est vrai ? Ça fait peu. Nous, en tant que pompe funèbre, du coup, on côtoie aussi les médecins légistes parce que quand on amène des corps qui nécessitent une autopsie, des fois, on récupère les corps que 15 jours, 3 semaines après parce que justement, il y a tellement d'autopsies et très peu de médecins légistes que ça prend beaucoup de retard. Anaïs, c'est aussi ton On manque de médecins dans toutes les spécialités. Oui, j'ai envie de dire. Oui, aussi. Mais les chiffres que tu viens d'évoquer sont... incroyable. À quel moment tu te dis ou ta jeunesse, à quel moment tu te dis je vais être médecin légiste. C'est ça, je vais être médecin légiste. Ouais. J'étais pas du tout destinée à ça, je suis pas scientifique. Je vais vous avouer quelque chose, je ne connais pas mes tables de multiplication. Attends, tu fais médecine quand même. Voilà. Et non, mais c'est vrai. Je suis nulle en sciences, nulle en maths. Et j'avais la phobie du sang. Oh là là, oui d'accord. Okay. Je partais très très mal, je déteste qu'on me fasse des prises de sang. Et en fait, c'est pendant mon master de criminologie, mon directeur de mémoire, le professeur Bouvet, qui est le chef de la médecine légale à Rennes, qui est une personne extraordinaire, m'a donné envie en fait vraiment de faire son métier que je trouve passionnant. J'ai eu des cours de plusieurs médecins légistes et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire de ma vie, je repars de zéro. Et mais ça, c'est super ce que dit Anaïs, parce que ça veut dire qu'une vocation,
Elle peut changer, elle peut évoluer. Et puis ça peut apparaître. Alors il y a certains qui tout petits savent déjà ce qu'ils veulent faire. Tout à l'heure on recevra Edith Preto, le chanteur. Lui tout petit il savait qu'il avait envie d'une carrière artistique, comédien, chant, voilà, dans cette fibre-là. Et puis mais finalement c'est assez rare. Et bien on se rend compte que finalement cette vocation ou cette envie de s'inventer à nouveau et de faire autre chose, ça peut être à n'importe quel moment de la vie. Exactement. Toi c'était à quel âge du coup, Anaïs? Moi du coup j'avais 21 ans, 22 ans à ce moment-là, ouais. Et là, c'est une rencontre avec un professeur, finalement. Ouais. Et vraiment, je me souviens du cours en particulier. Et mes amis de promotion, à ce moment-là, m'ont dit, mais c'est fou, on t'a vu métamorphoser. Et c'était vraiment la révélation de ma vie. Notamment pour les gens qui nous regardent, ceux qui n'ont pas trouvé leur secteur, leur vocation, ou parce qu'ils sont tout jeunes et qu'ils n'ont pas encore trouvé, ou parce que les hasards de la vie professionnelle font qu'ils sont dans quelque chose qui leur plaise pas. Ce message-là, ça veut dire qu'à un moment, on peut se réinventer. Il n'est jamais trop tard, sauf quand on est mort, mais voilà. Blague de croque-mort. Pardon. Sabrina, toi, tu as commencé dans l'hôtellerie, par exemple. Donc, exactement. Jamais je me serais dit, tu seras croque-mort, quoi. Jamais de ma vie. Et Julien, c'est l'inverse. Julien, tu as été infirmier, puis tu as été journaliste, et aujourd'hui créateur de contenu. Un peu croque-mort. Et bientôt croque-mort. Et puis de ne pas s'auto-limiter aussi, en fait. Voilà, je ne suis pas scientifique et pourtant j'arrive à faire médecine. Il y a plein de gens qui peuvent s'auto-limiter en se disant mais moi je ne suis pas fait pour ça parce que telle ou telle chose, je ne suis pas assez doué. Ouais. En fait, on peut y réussir. Tu connais vraiment pas tes dates de multiplication? Non, mais vraiment promis. Désolé, papa. Non, il m'a fait... 7 Je n'ai pas 36. Non, j'adore. Ah oui, c'est vraiment pas ton truc. Ah non, mais... La première fois que tu as vu un corps, parce qu'en fait, il y a... Mort, je précise, mort. Mort, oui. Précise. Parce qu'en fait, il y a la rencontre avec ce professeur, et à un moment, tu as un flash, tu as vraiment un truc. Mais après, il y a la réalité de ce métier. Et donc, tu aurais pu être décontenancé, surprise ou déçu. Et la première fois que tu as rencontré un corps, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça t'a... C'était une espèce de confirmation, de validation? Alors, ma première autopsie, c'était à Cergy-Pontoise. J'étais en stage en gendarmerie scientifique à ce moment-là. Okay. Je travaillais sur les cold cases et j'avais demandé d'assister à une autopsie pour voir justement si c'était quelque chose qui pouvait... pour le coup, c'est vraiment comme dans les séries. Voilà. Ouais, je pense que c'est important de s'y confronter pour pas fantasmer ce métier qui est un peu glamourisé en ce moment, mais faut vraiment se confronter à la réalité des choses. Bah oui. Je suis pas allée au bout de cette première autopsie, je suis sortie. Vomir un petit coup, là? Non, j'ai pas vomi, je suis allée me faire un McDo. Ça m'a donné faim. Un petit Mickey Way? Et ben en fait, c'était pour dédramatiser les choses. Je me suis dit, voilà, j'ai envie de dédramatiser ce que je viens de voir. C'est pas normal de voir un être humain se faire découper. Ouais. Et en fait, j'en ai discuté avec la médecin légiste qui était là et un des gendarmes qui est venu me voir pour qu'on puisse débriefer. Et la deuxième s'est très bien passée. Et en fait, je pense qu'on s'habitue à tout. L'être humain, il a vraiment une capacité de résilience. Toi qui disais que la vue du sang, la vue du sang, a priori, c'était même dur à supporter pour toi. Tout à fait. Alors, je supporte toujours pas sur moi, mais en fait... l'autopsie, quand on deux, oui, je comprends. Voilà, et même là, en tant qu'externe en médecine, je passe en chirurgie, etc. C'est quelque chose qui s'apprend, en fait. Et voilà, je pense qu'on peut apprendre à tout. J'aime l'humour du chat parce que c'est ça qui est agréable sur Twitch aussi. Donc, en parlant du petit repas post-première autopsie de notre invité, Duduche Roquemozart estime qu'un petit croque-monsieur évidemment se serait imposé. Le croque-McDo ou un croque-madame. Oui, après, il y a pas de... D'ailleurs, le chat, à vous de travailler un petit peu parce que on s'est dit aussi dans MVP que ça pouvait être très sympa que vous meniez aussi l'interview. Si vous avez des questions pour Anaïs, je les prends, n'hésitez pas à partir de maintenant. Vas-y Ludovic. J'en ai une. Est-ce qu'on ouvre vraiment les gens en Y? Enfin, je veux dire, en forme de Y, pas en Y sur le... Il y a Jules qui arrive. Ça, c'est les séries américaines. En France, on ouvre tout droit, on I du menton jusqu'au pubis. On casse les côtes avec un outil. Oh là 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 là. On l'ouvre comme une boîte de conserve et puis après on scie le crâne avec une scie. Et voilà. Après, je pense que ça dépend des IML parce que sur mon IML, on est encore sur le Y. Ah ouais, c'est rare maintenant, de plus en plus en I. Peut-être qu'il a éternué, je sais pas. Peut-être, je sais pas. Mais il y a un cas particulier qui t'a marqué, enfin une autopsie en particulier ou pas? Ouais. C'était, alors vous parliez de momification tout à l'heure, donc je vais vous parler de celle-là. C'est un corps qu'on a retrouvé en forêt et en fait la personne s'est momifiée naturellement et j'ai trouvé ça fabuleux. Fabuleux. Bah non, mais c'est pas des choses qu'on voit très souvent. Oui, c'est desséché. Voilà. Bien sûr. Il est 13h, bon appétit à tous. Alors du coup, le chat, depuis un moment, je me rappelle que c'est l'heure du déjeuner et certains se régalent. Et est-ce qu'il y a des moments de rire parfois tu vois? Exactement, je pense que c'est indispensable, mais tout le monde autour de cette table pour prendre de la distance. Il faut prendre de la distance, il faut dédramatiser et je pense que c'est important d'avoir des collègues avec qui on s'entend bien pour pouvoir
débriefer aussi des situations qui sont dures et pouvoir rire de tout. C'est important. Mais il y a ça d'ailleurs dans tous les. Alors vous me coupez si je me trompe, hein, mais surtout aussi pour toi qui as été infirmier à l'hôpital et aux urgences, mais ça fait partie justement rire des choses qui arrivent. Ça fait partie justement de dédramatiser et ne pas que ça ait un impact trop important. Alors forcément, d'un point de vue extérieur, on a du mal à comprendre comment on peut rire d'un accident, d'une situation horrible, etc. Mais je pense que c'est bénéfique psychologiquement pour le personnel de santé. C'est bénéfique psychologiquement à une exception près. Mais j'en parlerai tout à l'heure, donc je spoile pas, mais c'est l'humour noir poussé à son extrême. C'est-à-dire quand on en arrive à dégrader soit la personne décédée, soit la victime, soit la situation, quand on rend tout ça très sale, qu'on est dans l'humour noir, dans l'outrance. Ah bah non. Là, il y a le manque de respect. Tout à l'heure, c'est au-delà du manque de respect, c'est pas bénéfique pour la personne qui... Il nous a bien teasé ça, Julien. T'as très envie de savoir la suite. Sabrina, on est d'accord que dans ton quotidien aussi de conseillère funéraire, l'humour, ça doit être un allié. On est confronté à la mort au quotidien, on croque la vie encore plus à pleines dents. C'est beau, bravo! Tu vois, il y a Spirit Frame dans le chat qui dit « Je suis un ancien armurier dans l'aéro. Je viens de réussir le concours de policier scientifique. Pour avoir discuté avec des gars de la police scientifique, l'humour noir doit être incroyable. » Voilà, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup de questions, et notamment, alors il y a des questions qui sont parues par Instagram aussi. Par exemple, sur le cas particulier qui t'avait marqué, on en a parlé. Il y a quelqu'un aussi tout à l'heure qui demandait si tous les cadavres sont étudiés. Non, pas du tout. En France, on a ce qu'on appelle l'obstacle médico-légal. C'est une petite case sur le certificat de décès qui va tout changer, puisque c'est en gros le médecin qui va remplir le certificat de décès, qui va dire ce cadavre-là, on ne l'inhume pas. Il faut d'abord qu'il soit examiné soit par un autre médecin. C'est quand on veut connaître les causes de la mort, c'est ça ? Des doutes quand il y a les causes de la mort. Dès qu'il y a un doute, d'accord. Soit dès qu'il y a un doute, normalement on est censé le faire dès qu'il y a une cause non naturelle, typiquement un suicide ou un accident. Ou un meurtre. Pas réalisé encore aujourd'hui, mais c'est dans les recommandations européennes. D'accord, ok. Moi, je me demandais, est-ce que dans ta formation, que ce soit, dans tes formations, que ce soit criminologie, médecine légale, etc., est-ce qu'il y a des modules qui sont prévus sur justement la façon de gérer ça en tant que soignant, le rapport à la mort, découper des corps, c'est quand même des choses qui sont traumatisantes, comme on le disait tout à l'heure. Est-ce qu'on vous apprend un peu à vous prémunir contre... Psychologiquement, quoi, bien sûr. Alors, je me souviens d'une phrase qu'on nous a sortie un des premiers jours de mon master de criminologie en disant « Si vous êtes là, c'est pas par hasard, c'est que... au fond de vous, il y a quand même un petit truc qui cloche. » C'était un peu chelou. C'était un psychologue qui nous a dit ça et je trouvais ça au final assez vrai. Par contre, en médecine, effectivement, on nous apprend de manière globale, pas juste pour la médecine légale, à apprendre à gérer des situations difficiles, puisqu'à l'hôpital, peu importe son statut, on est confronté à des cas compliqués, la douleur, la mort, etc. Et effectivement, la théorie, c'est une chose, mais je pense que la pratique, on l'apprend à l'hôpital et c'est un peu en y étant confronté. Tu vois, j'allais te poser la question de savoir si tu laissais ton travail à la porte de chez toi en rentrant et si ça te Non, elle emporte des corps dans sa sacoche là. Dans mon frigo. Il y a Annie qui demande juste tu fais pas de cauchemar par exemple, est-ce que parfois jamais. Non, jamais. Non. Okay. Et juste en dessous, Demoiselle Sauveur, est-ce qu'un particulier peut demander une autopsie pour un proche ? Oui, mais dans ce cas, c'est pas une autopsie médico-légale réalisée par un légiste, ça serait une autopsie scientifique réalisée par un médecin qu'on appelle un anatomopathologiste. Et là, dans ces cas-là, c'est que par exemple, on a un doute sur une maladie non détectée dans la famille, etc., qu'un proche pourrait avoir. Ok. C'est autre chose. C'est une autopsie, mais c'est pas dans le but de découvrir les causes de la mort, voir s'il y a quelque chose de suspect. C'est plus pour essayer de comprendre les causes vraiment médicales et vérifier qu'il n'y a pas de problème dans la famille en termes de santé. Donc la suite de ton parcours pour toi, c'est quoi alors là maintenant ? Alors, je finis mon externat l'année prochaine, je passe le concours de l'internat et du coup, c'est avec ce concours que je peux devenir médecin légiste, j'espère. Mais il y a le fameux concours si difficile dont tu parlais tout à l'heure là. Exactement, 10 000 candidats et puis 20 places. Waouh. C'est loin d'être la spécialité la plus demandée, c'est plutôt dans les moins demandées. D'accord. Mais ça le devient de plus en plus quand même. Et puis j'aimerais bien pouvoir choisir quand même ma ville d'internat. Il y a à peu près un poste par ville, donc voilà. Ah oui. Plus on est bien classé, plus on a du choix. Et au niveau des salaires, est-ce que c'est une spécialité qui est rémunératrice ? C'est une spécialité hospitalière, donc en fait on est vraiment sur la grille de l'hôpital. C'est une grille. Donc c'est pas bien. Donc je viens de dire ça paye pas bien. Voilà, comparé à d'autres spécialités, pas tellement. Eh ben merci beaucoup Anaïs, c'est extrêmement intéressant. Moi j'apprends plein de choses. Ah ouais, dis donc. Voilà. Alors il y a eu beaucoup de rire sur le fait qu'on soit en pleine, le hasard veut que l'émission soit en pleine heure du déjeuner. Donc mais certains ça les a pas dérangés. Et donc qu'est-ce qu'on fait après un déjeuner ? Une pause. Café, c'est la pause café.
Oui, la pause café, en fait, la pause café, c'est un partenariat avec l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Alors nous, on parle beaucoup des morts aussi. Eux, ils s'intéressent aux images du passé, la conservation des images audiovisuelles par l'Institut national de l'audiovisuel. Et on a un petit partenariat avec eux qui nous permet d'avoir accès à des archives comme ça. Et là, par exemple, vous allez voir une image qu'on va commenter après sur un salon des tendances funéraires, mais en 1987. On va voir si c'est un petit peu changé. On parlera avec Sabrina. C'est ce matin que tout a commencé. Je me suis dit, allons faire un tour au salon de l'art funéraire. 20 minutes plus tard, je me retrouve avec l'équipe à zigzaguer entre les fleurs, les tombes et les cercueils. Des cercueils au capitonnage tout à fait incroyables sont là. Les dernières tendances de la mort sont choisies d'après une étude de marché. De toute façon, moi je crois à la vie après la mort. Alors autant y aller de toute façon avec les meilleures conditions possibles et puis finalement, pourquoi pas, avec des froufrous. Un peu plus loin, on m'a expliqué que la pierre tombale était en pleine révolution. Les branchés choisiront donc une pierre chinée de préférence et non plus piquetée. Ça fera toute la différence avec votre voisin de cimetière. Et puis, on m'a montré le petit rien qui va renforcer votre image de marque. Un petit portrait, c'est mieux, sachez-le, qu'un nom gravé laborieusement. C'est un tableau qui se fait à la pointe de tungstène. Ce sont des petits points qui se réunissent les uns aux autres. Et c'est ces petits points, en fin de compte, qui donnent un relief au portrait. Pour faire le portrait du général de Gaulle, là, il vous a fallu combien de temps? Là, il m'a fallu à peu près 1 mois et demi. Et ça coûte combien? Ça coûte 25 000 francs. Pendant le salon, tout le monde a gardé le moral. Pas question ici de faire la tête. Vous êtes exposant, vous? Oui, je suis exposant, effectivement. Je suis venu lancer la mode d'un nouveau gadget. Ouais. C'est le gadget du salon. Y a des salons, des tendances funéraires? Oui, bien sûr. Tous les ans, il y a le Funexpo donc à Lyon ou alors à Paris. C'est une année sur deux. Cette année, c'est à Lyon. L'année prochaine, ce sera sur Paris. Ah oui, le Funexpo, à ne pas confondre avec le Fun Expo. Ah oui, c'est un salon. Ouais, faut Et après, là on a le salon du funéraire à Toulouse aussi. On a le salon du funéraire tous les ans. Ok. Ouais. Et tu y vas pour voir un peu les tendances? Oui, bien sûr. Ouais. Souvent, je suis invitée pour faire des conférences, des choses comme ça, pour discuter un peu de la mort. Et rassure-moi, le cercueil léopard ou le cercueil avec tous les froufrous, c'est fini ça? Alors, ça existe encore quand même. Ah ouais. Ça existe encore, mais c'est vrai que ça, c'est le capitonnage, en fait, ce qu'on voit à l'intérieur du cercueil. Et ça se modernise de plus en plus. On peut personnaliser maintenant même les cercueils. Donc, c'est quoi les tendances? Les tendances? Raconte-moi un peu les petites tendances. C'est-à-dire la couleur au niveau du cercueil coloré. Du bois? Ouais, c'est ça, rose, vert. Mais directement le bois? Ah oui, coloré. Tu peux imprimer des motifs dessus, tu peux faire... Exactement. C'est autorisé, ça? C'est autorisé, on peut mettre en terre, en cimetière, un cercueil un petit peu... Il n'y a pas de problème. Chez moi, dans mon entreprise, j'ai même un cercueil en ardoise en vente, où on peut écrire à la craie dessus, dessiner. En bacon, puisque après il va aller au four, c'est plus simple. Non, on me dit dans le chat, on dit les cercueils bio. C'est vrai qu'il y a aussi toute cette tendance avec, je voudrais que du bois qui vienne, attention, d'une forêt. Alors, non. Et puis, le cercueil en carton. Ouais, je pense que c'est écologique, mais pas forcément parce qu'il y a eu une mode. Beaucoup de colle dans les cercueils en carton, donc c'est pas le truc le plus écolo. Je peux acheter mon cercueil pour plus tard. Tu peux même faire ton propre cercueil. Non, mais là maintenant, je peux l'acheter maintenant. J'ai le droit de me l'acheter, de me le stocker dans mon garage et de le ressortir le jour. Après, il faut qu'il respecte juste les dimensions légales. Et tu peux même te l'acheter. Si tu veux t'acheter un cercueil demain, je pense que tu peux pour dormir dedans. Pour dormir dedans à la Dracula. Certains l'ont fait. Bon, c'est non. Pour Halloween, on m'a déjà demandé. Une idée d'un concept d'émission qui arrive dans le chat. Groom, Pimp My Cercueil. Ah ouais. Tu vois, ça existe, Pimp My Coffin, une entreprise toulousaine. Allez, bim. Ça existe déjà. Où en fait, il fonctionne avec l'IA. C'est-à-dire qu'on peut générer notre propre cercueil avec l'IA, avec des images, des patients, etc. Et c'est des stickers après qu'on va coller sur tout le cercueil et c'est vraiment de la personnalisation. C'est génial. Allez, petit tour de table. Comment vous voulez Alors, j'adore. Allez, on se projette un petit peu. On se projette. Un petit cercueil métal, noir, tout noir, full black là. Métal noir, c'est pas mal ça. Ouais, ça peut être ça. Moi, je voudrais être crématisé. Ouais. Mais je voudrais qu'on presse un vinyle avec mes cendres. Je sais qu'il y a des entreprises qui font ça. Tu peux choisir le morceau et du coup... Alors, en France, c'est pas légal, malheureusement. Désolé. Ouais, je ferais ça à l'étranger. Bah oui, et puis t'as qu'à mourir à l'étranger. Comme ça, on peut te mixer après. En soirée et tout. On peut te scratcher. Le dernier Julien, c'est vraiment très cool. Même les bijoux avec des cendres. Moi, je vais être en confetti, moi. C'est possible. En sablier pour faire cuire les œufs. En confetti. Je pense que c'est pas légal. Mais non, pareil, c'est pas légal. Non, les cendres, c'est compliqué. Anaïs, un Moi, je veux être incinérée aussi, donc le cercueil.
cercueil, j'avoue que. Oui, mais il y a quand même un cercueil quand même. C'est obligatoire du coup, le cercueil, oui, pour bien la sûr. crémation, l'inhumation. Et ça brûle mieux aussi. Il y a en carton maintenant, je crois. Alors oui, il y a le carton, Oui, mais mais il y a c'est pas la le truc le plus écologique. Oui, beaucoup paradoxalement, on pense, voilà, effectivement, d'accord. Ouais. Ok. Le chat, vous avez des Un feu d'artifice, sinon, tu sais. Vous avez des envies? Oui, avec des feux d'artifice dedans. Et écoute. En France, est-ce que c'est légal d'être crématisé et de devenir un arbre après? Alors, on ne devient pas un arbre. Non, mais je pense de répondre. Mais on peut disperser les cendres tabac, autour des arbres, en effet, oui. Moi, mais toujours pareil, il faut déclarer quand même sur le lieu de dispersion qu'on va faire ça. Oui, bien sûr. J'ai un petit jeu pour vous. Vrai ou fausse épitaphe? Ah, j'adore. Épitaphe, vous savez, ce qui est écrit sur une Oui, sur les tombes. Voilà, et tout vrai. Il faut deviner tous ensemble, il n'y a rien à gagner. Le fameux. Vous voyez bien, je vous l'avais dit que j'étais pas bien, que j'allais mal. J'étais malade. Voilà, que j'étais malade. Alors, une première, par exemple, C.J. James O'Neill, enterré vivant. Vrai ou faux? Ah oui, je suis sûr que c'est vrai. Je dirais vrai. On fait la blague de vrai. J'espère pas pour lui, mais. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux? Non, c'est l'équipe. Mais lui, il aurait pu le marquer pour rigoler, tu vois, ou alors. C'est l'équipe qui s'est inspirée d'un épisode de Friends avec Phoebe. Ok. Il y a un petit peu cette blague-là. Non, tu mets mon voisin d'à côté est trop relou, tu sais. Il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit. Mourir plutôt crever. Ah oui. Oui, ça oui. Ça, c'est drôle. C'est vrai. Et c'est Ciné, le dessinateur, Ah qui a fait écrire cette épitaphe sur sa tombe. Mourir plutôt crever. Très drôle. C'est pas mal, c'est pas mal. On l'a d'ailleurs, regardez. Mais on voit pas où c'est écrit, mais c'est rigolo. On voit pas trop, mais c'est sa tombe. Ça tombe. Ça tombe. Père Lachaise. Sa poète au Père Lachaise. Ça ressemble. C'est au Père Lachaise, exactement. Je ne suis pas mort, j'ai juste le sommeil lourd. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça doit exister. On l'a inventé celle-là. Ah ouais, c'est vrai? Elle est bien. Donc elle est libre de droit. Elle est bien pourtant. J'ai déjà vu des trucs similaires. Peut-être elle existe vraiment en fait. Tu l'as un peu évoqué, Ludo. Je vous l'avais dit que j'étais malade. Je crois que c'est une blague. Ah bah, tu penses? Je crois que c'est la blague répandue, mais je sais pas si ça a vraiment. Alors on dit non. Oui, non, je pense que c'est faux. Que c'est faux? C'est faux. Ben en fait, elle est vraie celle-là. Allez. En fait, ça part d'une tombe en Irlande. Il y a vraiment un gars qui a mis ça sur sa tombe. Ah voilà. I told you I was sick. On l'a. I told you I was sick. Et c'est pas une blague. Elle existe. Cette tombe existe vraiment. Tu vois, je l'avais celle-là. Nous avons finalement trouvé une place où nous garer dans Georgetown. Donc c'est une ville apparemment qui est très embouteillée. Manifestement très embouteillée. Est-ce qu'il y a une épitaphe sur une tombe qui dit nous avons finalement trouvé une place où nous garer à Georgetown? C'est très précis. Donc moi je dirais oui quoi. Moi je dirais oui, ou alors la personne qui a trouvé ça dans l'équipe vraiment. Voilà. Sinon tu m'aurais dit Paris 19e. Ok. On a une équipe de qualité, mais cette épitaphe est vraie. Il y a vraiment une tombe. Je sais pas si on a l'image. On l'a. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est très très drôle. Finally found a place to park in Johntown. Très drôle. Bravo. 2008, donc peut-être que la situation de stationnement s'est améliorée. On ne sait pas. On fera un point avant la fin de l'émission d'ailleurs sur le. Si on peut appeler notre correspondant à Georgetown. Reculez, vous me marchez sur les bourses. Sur les bourses, je suis pas sûr, mais peut-être vous me marchez dessus, ce serait drôle. Mais sur les bourses, moi je dirais faux. Non. Ouais, faux. Non, ça va être un peu trop grosse. Elle est fausse. Elle est fausse. Un peu trop grosse. Une petite dernière pour le plaisir. Quoi? Ah, ça a l'air incroyable. Attends, c'est pas possible. Attends. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai une dernière, c'est celle-là, mais je la trouve tellement énorme, celle-là. Dis-nous tout. Teasing. Écoutez, Samuel est en discussion avec la régie. Il faut meubler. Je suis choqué par celle-là. Une tombe sur laquelle il y aurait une recette de friandises. La tombe de Willy Wonka, quoi. Une recette de friandises. Une recette de friandises. C'est encore une fois trop pointu pour que quelqu'un ait inventé ça. Je dirais vrai, mais alors quelle friandise, ouais. Faut qu'on trouve la. Ouais, les Curly Wurly, là, dans le truc que t'avais. Mickey Way. Tu es trop jeune, on n'a pas connu les Mickey Way. Si, je connais les Mickey Way. Ils sont encore dans les célébrations. Ils y sont dans les boîtes de célébration. Non, c'est les Curly Wurly où ça n'existe plus, je crois. Moi, je dirais que c'est vrai, moi. Eh ben, c'est vrai, il y a effectivement une Catherine Andrews à Logan, dans l'Utah. Mais c'est sa recette à lui. Son dessert. Ah ouais. Qu'est-ce qu'elle a mis? Ah, c'est son dessert. À lui ou elle. Ma recette, je l'emmènerai dans ma tombe. C'est trop mignon. Littéralement. L'emmener. C'est trop chou. Bon, peut-être que ça va nous donner des idées. C'est sympa, ça. C'est génial. J'ai pas eu le temps de noter. On fait un petit gâteau ce soir. Les amis, maintenant. Et vous mettriez quoi sur votre tombe? Nouvelle question. Pas mal, alors, qu'est-ce qu'on mettrait comme épitaphe? T'as un truc, toi? Je vais enfin vous foutre la paix. Non, je n'ai jamais réussi à être Silver sur Valorant. Il s'est rêvé radiant, il est mort Silver. Voilà. Un truc comme ça.
Très bien. J'ai toujours pas fini mes études, c'est mes études qui m'ont fini. Oh, très bien. Bien joué. Moi, j'aime bien. Moi, je mettrai mes codes d'accès à ma chaîne YouTube, je pense. Voilà, abonne-toi. Abonne-toi. Un pouce. Je rends plus, mais abonne-toi quand même. Petit pouce bleu. Exactement. Je mettrais peut-être moins de bruit, je suis mort, mais je suis pas sourd. Franchement, je sais pas. La croque-mort qui croquait la vie, croque plus vraiment. Ouais. Elle est pas mal. Ça, je sais pas. Alors, enfin, je suis avec vous. Ça y est. Ouais. c'est vrai. Ah oui. Je vous rejoins. Comment ça va depuis le temps? Je vous ai retrouvé. Ah, c'est donc ça. Je vous connais tous. Ah, c'est donc ça. Service après-vente. On est bien entre vivants et c'est l'heure de la Big Presse. On va quand même parler des morts parce que c'est le sujet de l'émission à l'approche de la Toussaint, d'Halloween, voilà, les métiers de la mort. Je rappelle que Julien, un ancien infirmier, voilà, qui est devenu journaliste, qui est devenu créateur de contenu, mais le rapport avec la mort, tu le connais, médecin urgentiste même. Réanimation et SMUR, ouais. Voilà. Et puis libéral aussi, ensuite. Libéral après à domicile, ouais. Voilà. Et donc la chaîne YouTube, c'est Dans ton corps. Dans ton corps. Dans ton corps. Et tu as choisi de nous parler justement du rapport des soignants. C'est ça. À la mort. Oui, absolument. En fait, c'est un rapport un petit peu particulier parce que de base, on fait pas ce métier pour côtoyer la mort. Les soignants, c'est plutôt la vie. Prolonger donner la vie, si on travaille en salle de naissance, la prolonger, soigner, etc. Sauf que il se trouve qu'il y a un truc dans la vie qui s'appelle la mort. Ça en fait partie. Donc, quand on travaille à l'hôpital et qu'on côtoie des personnes malades, on est forcément appelé à côtoyer la mort aussi. Comme c'est quelque chose, et je pense que tu me contrediras pas, dans nos sociétés actuelles et dans notre culture actuelle, côtoyer la mort, on n'est plus habitué en fait. Il y a des cultures où il y a encore des veillées mortuaires, etc. Il y a des cultures où vraiment la mort, ça fait partie de la vie de tout le monde. Chez nous, on la cache. C'est très tabou. Ouais. Et du coup, ce tabou, ça fait qu'on n'est pas du tout préparé à côtoyer la mort quand on est soignant. Et il faut s'y préparer. On en parlait tout à l'heure. Donc, comment on s'y prépare ? On s'y prépare avec la formation. J'étais heureux d'apprendre qu'aujourd'hui, il y a plus de modules pour se préparer à ça. Moi, à l'époque où j'ai fait mes études, globalement, on nous apprenait à accompagner les patients, accompagner la fin de vie, à accompagner les familles, éventuellement. On nous apprenait les différentes étapes du deuil pour pouvoir, encore une fois, accompagner les familles. On nous apprenait l'écoute active, la relation d'aide. Il y avait tout ça, quand même. Il y avait tout ça. Ouais. Ça c'est des choses qui sont toujours au programme. Okay. Comment accompagner à la fois les mourants et leurs familles. Et puis par rapport à nous, il y avait ce qu'on appelle la relation thérapeutique, la distance thérapeutique, c'est-à-dire comment faire en sorte de ne pas être trop affecté par ce qu'on voit, par ce qu'on vit, à savoir la mort. Parce que si on est complètement anéanti émotionnellement, on n'est plus un soignant efficace. On ne peut pas aider les autres si on est... T'as trop d'empathie non plus, ça ne marche pas. Voilà, c'est ça. L'empathie, oui, c'est-à-dire pas pousser à l'extrême, mais pas ressentir dans ta chair et dans ton. Sinon, t'es inefficace. Et ça, dans l'information. Ça, c'est quelque chose qu'on a dans l'information. C'est enseigné. Ouais. Ça, c'est des choses. En fait, c'est des choses que globalement, moi, l'impression que j'en ai eue, c'est qu'on nous apprend à être efficace pour les autres, mais qu'on nous apprend pas beaucoup à prendre soin de nous et qu'on nous apprend pas beaucoup à comment s'attendre à être confronté à la mort. Donc ça, manifestement, ça a un peu changé, tant mieux. Mais c'est vrai que ça s'apprend sur le tard, en tout cas pour les gens qui envisagent d'être soignants. C'est quelque chose qu'il faut se préparer à ça. Tu as peut-être croisé d'ailleurs des professionnels des infirmiers ou des infirmières, par exemple, qui à un moment craquaient et ne supportaient pas cette charge-là et changeaient de voie. Alors, de voie, oui. Sinon, après, on a la chance d'avoir un métier où c'est très, très étendu. Donc, on peut aller travailler, on peut être infirmier ou infirmière scolaire, travailler en médecine du travail. Ou dans les EHPAD. Dans les EHPAD, on est quand même pas mal confronté à la mort. On est confronté à la mort, mais peut-être pas sur les mêmes... Mais en tout cas, tu peux choisir ton service d'exercice en fonction de ta tolérance. Oui, sans changer forcément de voie, on peut juste changer de service. Et après, concrètement, on a plein de rôles différents à jouer dans les différents secteurs d'exercice quand on est soignant. Là, je parle des infirmiers, des aides-soignants principalement, parce que moi, c'était ma partie. À l'hôpital, il y a quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure. Quand un patient décède dans un service, avant de l'envoyer, avant que l'agent mortuaire le prépare, etc., il y a une première toilette mortuaire qui est effectuée par les soignants. Donc, il faut savoir que quand on a un patient qui décède dans un service, on va, nous, en tant que soignants, devoir le laver,
retirer tout ce qu'on a mis comme perfusion, etc. On parlait des pacemakers tout à l'heure, c'est pas les infirmiers, les aides-soignants qui retirent le pacemaker. Ouvrir. Là, c'est plus compliqué. Mais on peut pas. Mais il faut bien le retirer à un moment ou à un autre parce qu'il y a une pile au lithium et qu'on n'enterre pas du lithium sous terre et on ne fait pas crématiser non plus, sinon ça pète. Donc il faut tout retirer, faut laver le corps, il faut faire en sorte qu'il soit présentable pour la famille. On garde pas plus de 10 heures un corps dans un service hospitalier, le temps que la famille vienne le voir avant qu'il soit pris en charge. Mais donc on prépare le corps pour qu'il soit présentable pour la famille. Donc ça peut vouloir dire aussi fermer les yeux, le truc classique qu'on voit dans les films, mais aussi fermer la bouche, parce que la bouche reste ouverte. Donc souvent nous on est amené à mettre une bande autour de la tête pour maintenir la bouche fermée, bande qu'on est un petit peu obligé de planquer après avec des draps, parce que sinon la famille peut être choquée en arrivant dans le service, on ne sait pas pourquoi il a la tête bandée. Donc on a ce premier truc qui est un rapport très charnel, très physique, pas charnel, c'est chelou, physique à la mort. Dans le personnel médical, charnel c'est chelou, je retire. Greffier, il y a ma dernière déclaration. On le coupera en montage, on s'en fout, on n'est pas en direct. Pas comme si on était en live. Mais en général, est-ce que dans le personnel médical, c'est une certaine catégorie en général qui est chargée de ces soins, ou est-ce que ça peut être la personne qui est de garde, est-ce que tu veux... Non, c'est vraiment les soignants, c'est les aides-soignantes, les infirmières, ça dépend des services. Il y a des services où il y a peu d'infirmiers ou d'infirmières et beaucoup d'aides-soignantes, donc c'est plutôt les aides-soignantes qui gèrent ça. Il y a des services où, moi par exemple, je bossais en réanimation. On était autant d'infirmiers que d'aides-soignants, donc tout le monde participait à la je salue un raid. Bon, alors le raid, pour ceux dont c'est le premier stream aujourd'hui, c'est quand un autre streamer, une autre streameuse cut son live et t'envoie ses viewers, en fait. Donc il y a Libération, le journal Libération, qui s'est lancé sur Twitch il y a quelques mois et qui fait un super travail sur Twitch, qui était en live ce matin, qui vient de nous faire un petit raid. Amis de Libération, on est sur MVP, l'émission qui parle d'emploi et de travail. On explore différentes voies professionnelles. Et aujourd'hui, à chaque fois, aujourd'hui, c'est les métiers de la mort. Bienvenue Libération. Mais les métiers de la mort, c'est parfois des métiers très en lien avec le vivant, puisque Julien a été infirmier. Voilà, mais donc ça c'est pour ce rapport technique et très physique à la mort. Mais il y a un autre rapport qu'on est obligé de gérer à l'hôpital, c'est les proches. Et là, ça se rapproche plus de ton. Bien sûr. Parce que nous, on est dans l'immédiat. Alors il y a plein de cas de figure. Tu annonces la mort aussi, c'est ça le truc. Alors généralement, c'est plutôt les médecins qui annoncent. Sauf que parfois, ça arrive dans des cas de figure où, surtout en réanimation, où ça peut arriver à tout moment. Si la famille est soit dans la chambre, soit dans la salle d'attente, à attendre lors des visites, etc., bon, tu peux être amené à annoncer. Mais logiquement, c'est plutôt les médecins qui gèrent ça. Mais après, nous, en tant que soignants, en tant que paramédicaux, on doit accueillir la famille. On doit gérer, donc donner des explications sur ce qui s'est passé, ce qui va se passer, prendre en charge la souffrance, la tristesse, parfois les malaises, parfois les crises de nerfs, parfois l'agressivité. Ah ouais. Je vais en reparlerai un petit peu après parce que un décès, d'autant plus quand il est brutal, ça provoque tout un tas d'émotions qui sont parfois inadaptées au sens, il y a rien de culpabilisant dans mes mots, mais inadaptées dans le sens où on s'attendait pas forcément à ce type de réaction. Et nous, en tant que soignants, faut s'y attendre parce qu'on va y être confronté. Bien sûr. Donc ça, c'est pour la partie hospitalière classique, entre guillemets, j'allais dire. Donc, à l'époque où tu étais infirmier, cette mission-là d'aller voir les familles, de les accompagner, de les réconforter, et parfois de devoir gérer de la douleur, de la tristesse, voire de la colère, c'était une partie difficile pour toi ? C'est forcément une partie difficile. Il y a quasiment autant de cas de figure qu'il y a d'annonces, parce que c'est des situations différentes. Quand c'est brutal, c'est très choquant. Mais en même temps, on ne connaît pas les gens en face, parce que souvent, c'est des gens le malade vient d'arriver, bim, il décède, on rencontre la famille pour la première fois, c'est notre premier contact, donc c'est très particulier. Parfois, c'est des patients qui sont là depuis longtemps. Donc on a noué une relation avec la famille. Donc c'est des gens qu'on connaît. Alors là, il y a la fameuse distance thérapeutique. On n'est pas censé mettre d'affect, mais même avec la meilleure formation du monde et même avec la meilleure bonne volonté du monde, il y a forcément des liens qui se tissent. Donc là, c'est des situations qui sont particulières. Et puis il y a tout ce qu'on projette nous-mêmes aussi sur notre propre rapport à la mort, etc. Donc c'est des situations qui sont compliquées et qui sont... C'est
pour ça que je blâme pas forcément les gens qui préparent la formation des soignants, parce que c'est impossible de balayer tous les cas de figure auxquels on va être confronté. Et puis après, il y a ta propre vie aussi, ta propre histoire. Si, par exemple, tu as, en tant que soignant, tes parents qui sont malades à ce moment-là et que tu vois décéder quelqu'un qui est dans la même tranche d'âge, forcément, tu vas y penser. Enfin, il y a tout ça qui rentre Ou si tu es parent toi-même, si tu as des enfants et que c'est un jeune, si c'est juste quelqu'un qui ressemble physiquement à quelqu'un que tu connais, si les circonstances du décès ou de la pathologie te rappellent une histoire personnelle, évidemment, il y a de toi qui forcément va transpirer sur une situation. Anaïs, tu as travaillé dans le secteur hospitalier, tu as été confrontée à des situations comme ça Je pense qu'à partir du moment où on travaille à l'hôpital, on est toujours confronté à des situations comme ça. En tant qu'externe en médecine, on n'est pas du tout il faut que tu te proches du micro, pardon. On n'est pas du tout amené à annoncer des décès. Ça, on le fait à partir de l'internat, donc on est relativement préservé par rapport à ça. Par contre, effectivement, selon les services où on travaille, donc en tant qu'externe, on change de service tous les 3 mois. Il y a forcément des services où la mort elle est omniprésente, en réanimation par exemple, dans certains services de les amis en régie, je suis désolé, Anaïs a une très bonne distance du micro. Moi, le micro, je le connais par cœur. Donc si votre micro marche pas, il faut ou le monter ou le changer. Mais Anaïs a une distance tout à fait... Pardon, je parle à la régie, mais ce qu'on me dit de Anaïs... Anaïs est très proche du micro, elle va le manger à un moment. Voilà, et je ne souhaite pas qu'Anaïs mange ce micro parce que je pense que ça va être très difficile pour elle. Donc il faut booster un petit peu son micro. Pardon, Anaïs. Donc je pense qu'on est relativement tous confrontés à la mort à l'hôpital, peu importe le corps de métier qu'on fait. Ça va du brancardier au chirurgien, à l'aide-soignante, à l'infirmier, etc. Okay. Après, normalement, toi, à la fin de tes études, quand tu seras du coup médecin légiste, ils seront déjà morts quand ils arrivent. Ils seront c'est vrai que c'est des patients qui sont relativement compliants. C'est voilà. pas effectivement. C'est vrai on peut être un peu en retard, ça pose pas de soucis. Et tu as moins de contact avec la famille, a priori. Effectivement. En tant que légiste, on a très peu, voire pas du tout de contact avec la famille. Et je pense que c'est une chance. Et je rebondis là-dessus parce qu'effectivement, on en discutait en off tout à l'heure. Quand on est médecin légiste, je trouve ça plus facile à titre personnel de prendre de la distance avec justement des corps, des cadavres, des personnes décédées, même si elles ont souffert dans certains cas, qu'avec des victimes vivantes, parce que là, on doit faire preuve à la fois d'empathie et de distance pour pas que ça nous touche et qu'on tombe pas dans la sympathie. Et voilà, donc le décès, au final, c'est plus simple à gérer que la souffrance en direct. Évidemment. Autre cas de figure, autres anecdotes, puisque j'ai travaillé au SMUR aussi, les décès dans le cadre d'une intervention SMUR, c'est encore quelque chose de très différent. Là, quand on arrive, donc par définition, on ne connaît pas, sauf cas exceptionnel, on ne connaît pas la personne. Donc quand on arrive chez quelqu'un ou sur la voie publique, quelqu'un qui est en arrêt cardio-respiratoire, on se dit, on n'a pas de questions à se poser. C'est manœuvre de réanimation d'emblée. Après, on se renseigne sur le patient ou la patiente pour savoir si, effectivement, il faut continuer la réanimation, parce que parfois, il y en a qui ne souhaitent pas être réanimés ou qui ont des pathologies qui font qu'il ne faut pas les réanimer. Mais en tout cas, là, on est un peu... pour le coup, on ne réfléchit pas trop, on arrive à arrêt cardio-respiratoire, on tente de réanimer. Après, s'il manque la tête, par exemple, alors oui, on a déjà... T'en faites pas. Bon, je vais pas raconter ça. Non, on raconte pas ça. On est à table. 13h33, on est encore à table. Ouais. Les manœuvres de réanimation, très rapidement, c'est ce qu'on voit dans les films, c'est massage cardiaque, ventilation au début au masque avec un ballon, puis après on met un tube et on ventile avec un respirateur. On pose une perfusion, on met de l'adrénaline. Je mets juste un petit, c'est mon côté vulgarisateur, mais le choc électrique externe, là, ça ne fait jamais repartir le cœur. Il n'y a que dans les films que ça fait repartir le cœur. Le choc électrique externe, c'est pour normaliser le rythme cardiaque. C'est-à-dire on pose une perfusion, on envoie de l'adrénaline. Si on arrive à faire redémarrer le cœur, en général, il redémarre de façon complètement anarchique. Et si on a une activité électrique anarchique, pour stabiliser le rythme, là, on peut faire des chocs électriques externes. Mais sur un électrocardiogramme plat, on peut choquer autant de fois qu'on veut. Ça ne fera jamais repartir le cœur. C'est intéressant. Ça, c'est important de le savoir, en fait. Effectivement. Bon, après, on a assez peu à se servir d'un défibrillateur. Oui, mais il y en a de plus en plus maintenant. Oui, mais ils sont automatiques. Ils sont automatiques, donc de toute façon, ils se déclenchent d'eux-mêmes. Tu poses les patchs, et s'ils détectent une activité électrique anarchique, ils se déclenchent. S'ils détectent rien, ils se déclenchent pas. D'accord, très bien. J'ai jamais eu l'occasion, moi, de ces petites choses-là. Mais ça parle, la machine nous parle pour dire quoi faire, on n'a rien à faire. Non, mais c'est bon à savoir. Il paraît qu'elle parle, Au moment où on l'active, elle nous dit quoi faire. Oui. Elle dit, vous posez les patchs, quoi faire, s'écarter, pas toucher le corps, attention, ça va choquer. Ah bah oui, parce que sinon on prend une châtaigne aussi. Et du coup, ça peut te dérégler dans l'autre sens. Ça peut te mettre en arrêt cardiaque, pour le coup. Alors là, il faudrait encore une autre machine. Là, c'est compliqué.
Et je vous parlais tout à l'heure des réactions un peu inadaptées sous le coup du choc et du trauma. Je vais vous donner deux petites anecdotes qui me sont arrivées en SMUR et qui sont racontables à une heure du repas. La première, c'est on est appelé pour un arrêt cardiaque, donc un arrêt cardio-respiratoire, dans un grand appartement. Le monsieur est dans sa chambre, on est accueilli par sa fille qui a constaté l'arrêt cardiaque. On débarque, faut savoir qu'une équipe de SMUR, déjà en général il y a les pompiers avec, donc ça fait au moins 3-4 pompiers. Peut-être SMUR pour les gens. Ouais, c'est service mobile d'urgence et de réanimation, ce qu'on appelle le SAMU. Sauf qu'en vrai, les équipes mobiles sur le terrain, ça s'appelle le SMUR. Donc on arrive avec 3-4 pompiers, un ambulancier qui conduit le SMUR, un médecin, en général un interne ou un externe, et souvent un infirmier. Donc ça fait du monde. Donc on rentre dans cet appartement, la dame, son papa est en mort apparente dans sa chambre, donc elle est complètement choquée. Et la première chose qu'elle nous dit, c'est « Je viens de cirer le parquet, enlevez vos chaussures ou mettez les patins ». Elle a raison. Waouh. Ah ouais. Elle a raison. Il y a des priorités dans la vie. Elle a un parquet bien ciré, ça se protège. Moi, je suis pas choqué par cette anecdote. D'accord, toi. Moi, je serais capable de le demander, personnellement. Non, mais attends. Des petits chaussures pour tout le monde. Le truc, c'est que sur le moment, 1 minute à ce que tout le monde enlève ses chaussures. Oui, parce qu'en plus, c'est des chaussures. C'est pas du tennis, quoi. Voilà, c'est des rangers. Pour les pompiers, en tout cas. Oui, voilà. Alors, donc, vraiment, tout le monde a enlevé ses chaussures. Non, personne l'a fait. On a dit désolé, madame, mais vraiment. Tu t'en fous. C'est possible. Mais donc, c'est 1 minute de perdu sur une réanimation cardio-respiratoire comme ça. Vous rentrez. Le monsieur, il est dans sa chambre, il respire plus, son cœur bat plus. Donc, non, on perd pas de minute. Il faut se précipiter, normalement, oui. En fait, la dame avait arbitré sans le savoir entre le parquet et son père, quoi. La vérité, c'est que la dame, elle avait rien arbitré du tout. La dame, elle était en état de choc. Et dans ces cas-là, on se rattache à ce qu'on connaît. Et là, dans sa bulle, dans son truc. Du quotidien, du concret, c'était... je sais pas si vous avez vu, il y a eu des images je crois que c'était le premier attentat de Kennedy, où il y a un type qui est sur scène, il y a eu une grande explosion, un type qui est sur scène qui était l'intendant, qui a eu un bras emporté par l'explosion, donc il a vraiment plus qu'un bras. Et le gars, son boulot, c'était de mettre les chaises sur le podium pour que tout le monde soit assis bien. Il continue avec un bras. L'explosion a tout foutu par terre. Et on voit les images de ce type qui remet les chaises côte à côte alors qu'il a un bras. Bah, c'est un petit peu... la même chose. Le même truc, c'est choc traumatique. On se raccroche à ce qu'on connaît, ce qu'on sait faire, les trucs de notre quotidien. Cette dame-là, elle n'était pas horrible, elle n'était pas atroce. Elle ne pensait pas plus à son parquet qu'à son papa. C'est juste qu'elle était complètement choquée parce que être confrontée à la mort violemment comme ça, ça peut provoquer... Le cerveau se protège, me dit Yona Cospel. C'est ça, en fait. Hein. C'est tout à fait ça, ouais. Et autre exemple, alors un peu différent, mais pareil, arrêt cardio-respiratoire, on arrive dans une chambre d'hôtel. Il y a un monsieur qui est tout nu sur un lit. Et une dame qui, on sent qu'elle était toute nue il n'y a pas longtemps avant qu'on arrive. Elle est rhabillée, mais vraiment, elle est encore en train de rentrer ça. Et donc le monsieur est en arrêt cardiaque, manœuvre de réanimation. Ça arrive souvent pendant l'acte. Pendant l'acte, oui. Et ça arrive souvent dans les circonstances dont je vais vous parler là. Donc tentative de réanimation, échec. Et pendant tout ce temps-là, la dame se tient la tête dans les mains et dit mais comment je vais faire ? Donc à la fin, le médecin doit aller lui annoncer que c'est terminé, on arrête. Elle continue à dire mais je sais comment je vais faire, je me rends pas compte, je sais pas comment je vais faire. Donc il essaye de la réconforter un petit peu en lui disant bah oui, c'est terrible ce qui vous arrive, mais vous êtes sans doute entouré, vous allez réussir à surmonter cette épreuve et tout. Et la dame dit non mais comment je vais faire pour annoncer ça à sa femme ? Ah ouais, et là, une vraie Félix Faure, quoi. Félix Faure, le président français qui était décédé. Voilà. Et alors, du coup, il a voulu être pompé. Je sais pas quoi, il a fini pompé. César, il s'est vu pomper. Alors, du coup, il y a beaucoup de gens qui demandent, parce que tu viens de dire que ça arrivait souvent, ce genre de situation. Est-ce que l'adultère, c'est dangereux pour le cœur ? Non, mais c'est l'acte surtout, parce que l'acte, c'est vrai, c'est dangereux pour le cœur. Comme être aux toilettes, c'est dangereux pour les AVC, non ? Il n'y a pas un truc comme ça ? Oui, je crois que c'est Elvis Presley qui est mort. Oui, c'est en poussant. Quand tu pousses, du coup, tu peux faire péter les vaisseaux au cerveau. Moi, j'ai souvent récupéré des défunts sur les toilettes. Voilà. J'ai fait plusieurs arrêts cardiaques sur les toilettes. Moi, j'apprends des choses sur les toilettes. Faut manger des fibres, Samuel. Faut manger des fibres. En gros, si tu es constipé, d'accord, tu vas tendance à pousser. Oui, parce que tu as tendance à pousser et donc du coup, tu contractes tout, dont
forcément au cerveau, tu peux faire péter une artère ou une veine. D'accord. Et du coup, faire un AVC ou le cœur aussi qui peut. Eh bien, j'apprends quelque chose. Et pareil, quand on fait l'amour, ça fait un effort particulier et tu peux faire un arrêt cardiaque. Ça fait augmenter la pression artérielle. Déjà. Tout ce qui fait augmenter la pression artérielle. Et pour ça peut décoller des petits fragments qu'on a collés dans les artères qui vont boucher, les coronaires, donc infarctus massif. Ça peut faire péter un vaisseau. Ça crée de l'angoisse dans le chat. Mais alors attends, n'allez plus aux toilettes, ne faites plus l'amour. Alors, mangez des fibres, buvez beaucoup d'eau. Pour avoir un transit régulier, pas être obligé de pousser. Et faut savoir que les rapports sexuels, ça fait plus de bien que de mal. C'est-à-dire que c'est... enfin une note positive. C'est important. Sauf David Carradine dans son placard. Mais là, on était sur un truc un peu particulier. Lui, il est mort comme ça aussi. Lui, il est mort comme ça aussi, ouais. Donc, on est d'accord que la question était posée sérieusement. Il faut avoir des rapports sexuels. L'adultère n'est pas dangereux pour le cœur. C'est potentiellement des situations où ça n'a pas été étudié scientifiquement. Vous doutez bien qu'on n'a pas fait des études sur le truc, mais une théorie, c'est que il y a plus d'excitation, il y a plus d'émotion, il y a plus d'engagement. Peut-être. Mais l'adultère, c'est surtout dangereux pour le cœur de la personne qui est trompée. Exactement, qui va finir brisé. Joli. C'est très beau ce que tu viens de dire. Oui. C'est magnifique. Eh bien, j'ai envie de finir cette présentation sur cette petite note d'espoir. Si tu me permets... Parce que c'était pas la fin. Non, mais c'était pas la fin, mais c'est pas grave. Je voulais juste dire deux choses. La première, c'est finir sur une autre note d'espoir, c'est que on a, par rapport à la mort en particulier, on a quand même aussi énormément de cas quand on est soignant de se réjouir, parce là, on est sur quelque chose un échec de réanimation, par exemple. Parfois, la mort, c'est pas forcément un échec, c'est aussi la fin d'un processus naturel. L'accompagnement à mourir, ça peut être aussi quelque chose, en tant que soignant, de très satisfaisant, entre guillemets. Tu sens que tu as apporté quelque chose, c'est ça. Et puis, des fois, les réanimations, ça fonctionne aussi. Donc, littéralement, tu ramènes quelqu'un d'entre les morts, et c'est une espèce de sentiment. Tu te dis, bon, voilà, je sais pourquoi je vais supporter toutes les autres situations. Donc, il y a des cas où c'est très satisfaisant, très valorisant. Néanmoins, comme il n'y a pas grand-chose de mis en place à l'hôpital pour le suivi des patients, pour le suivi des soignants, oui, c'est important de se faire suivre, d'en parler, comme tu disais tout à l'heure. Non, c'était toi d'ailleurs. D'en parler avec des collègues. L'humour, très bien, mais l'humour noir à outrance, c'est quelque chose qui a tendance à déshumaniser la situation. Donc c'est bon pour personne, c'est violent pour les gens qui l'entendent et qui n'ont pas forcément envie de l'entendre, et c'est pas bon pour soi non plus parce que c'est une forme de déni de la situation. Il faut mettre des limites à cet humour-là, quoi. Absolument. Pas aller trop loin. Et les deux dernières choses que je voulais dire, c'est hasard du calendrier. Je sors ce soir à 18h une vidéo sur ce qui se passe concrètement quand on est mort, donc plus ta partie à toi, dans laquelle j'explique notamment que quand on réanime quelqu'un, on le ramène pas vraiment d'entre les morts parce que légalement, la mort, c'est pas l'arrêt du cœur, c'est l'arrêt du cerveau. Donc 18h sur ma chaîne Dans ton corps. Et petit message de fin, bravo, merci et bon courage à tous les soignants et toutes les soignantes qui font un métier de plus en plus difficile. C'était déjà le cas il y a plus de 15 ans quand j'ai quitté ce métier-là. C'est encore pire aujourd'hui. Donc merci et bravo à tout le monde. Merci beaucoup. On vous applaudira à 20h. À 20h avec des casseroles. Yes. La chaîne de Julien, c'est Dans ton corps, Grisois. Dans ton corps. On va l'épingler. Oui, ça va être mis dans le chat, je pense. Oui, tout à fait. On va l'épingler. Julien, merci. Tu restes avec nous. Anaïs, un grand merci pour ce témoignage. Merci. Moi, je croise les doigts très fort pour ce concours qui est quand même sacrément difficile. Ah oui. Qui est dans combien de temps à peu près là maintenant ? Dans 1 an. Dans 1 an. Bon, je te souhaite le meilleur parce que j'ai l'impression que merci, c'est gentil. Tu t'épanouirais dans cet univers qu'on a évoqué tout à l'heure. Et puis maintenant, on va passer la main à Ludovic pour explorer une nouvelle profession comme on le fait à chaque fois dans l'émission. C'est parti. Anaïs, à bientôt. Merci encore. Salut. Ludovic, c'est oui, pourquoi pas ? Parce que Ludovic, à chaque émission, il embrasse un ou plusieurs métiers, voilà, pour nous dire. Peur, on a eu peur sur qu'est-ce qu'il embrasse. Et pourquoi pas on ferait ça. Oui. Et le métier du pourquoi pas cette semaine, c'est. Ça va être notaire parce que moi j'ai décidé de vous parler des métiers de la mort, mais surtout pas de ceux qui sont partis, mais de ceux qui restent, parce qu'on n'y pense pas forcément à ceux qui restent. Et donc les conjoints, les enfants, etc. Et la mort d'un proche, il y a souvent une question d'héritage. Et ça passe devant
Un notaire, voilà, c'est le métier du jour, notaire. Alors, d'ailleurs, j'ai pu suivre Laurence, il y a quelques années déjà maintenant, mais j'ai pu suivre Laurence, c'est une notaire, voilà, j'ai pu la suivre dans sa journée. Il faut savoir que les notaires, ils sont pas là que pour des questions d'héritage, parce qu'en réalité, c'est bien plus large, puisque tout acte important de transfert ou de transaction de titre de propriété, que ce soit une vente immobilière, un don, un legs, un divorce ou encore un héritage quelconque, ça doit se faire devant un notaire, puisque c'est une mission d'autorité publique qu'un ou une notaire, c'est-à-dire que ils vont rendre valables ces actes devant la justice. Voilà. Et évidemment, les dossiers souvent les plus chargés pour les notaires, ce sont les divorces et les successions, parce que y a des guerres au sein d'une même famille qui peuvent souvent éclater. D'ailleurs, on l'écoute. Les décès réveillent en fait quelques inimitiés, voire même quelques animosités assez importantes. Et en fait, quand on vient voir le notaire dans le cas d'une succession, on attend aussi de lui qu'il nous trouve une solution. C'est un peu, d'ailleurs, t'en as parlé Sabrina, mais tu vois, finalement, ce genre de choses avec les familles qui s'engueulent un peu, ça arrive non seulement pendant l'enterrement, la cérémonie, ça s'embrouille pour voilà, session. Mais aussi, tu vois, chez le notaire, du coup, pareil. Même des obsèques, parce que les familles sont souvent pas d'accord au sein de la famille sur la manière dont les obsèques doivent se dérouler. Exactement. Évidemment. Là, c'est compliqué. On fait le gendarme. C'est ça, finalement, t'es obligé de faire ça. Après, c'est notre rôle de conseiller aussi de canaliser les familles et de faire en sorte que tout se passe bien, quoi. Mais l'aspect humain, justement, mission du notaire, le notaire, c'est pareil. C'est pas facile de devoir. Non, c'est pas pareil, mais je me trouve au carrefour d'aspirations différentes, quoi. C'est ça, mais trouver des solutions, justement, c'est aussi le rôle des notaires, encore plus quand c'est une famille nombreuse. Et j'ai pu justement assister à un acte d'héritage dans une famille nombreuse, et je vous invite à compter le nombre d'enfants qui ont hérité. Regardez cette séquence. Il y a la moitié aujourd'hui qui est transmise à tous les enfants: Chantal, Claudine, Evelyne, Aurélie, Tony et Cédric, donc les enfants de Joël, qui viennent en représentation de leur père, Nicole, Anicette, Christian, Tatiana. Voilà. Ça fait du monde, oui. Que des grandes familles comme ça, aussi nombreuses, c'est plus compliqué pour vous ou pas? Ça peut être plus compliqué, parce qu'en fait, il faut trouver un consensus. Plus il y a de personnes pour lesquelles il faut trouver un consensus, ça peut être plus compliqué. Alors, vous avez compté 10. Mais non, c'était 9, il y avait un piège parce que Tony et Cédric, c'était les petits-enfants qui viennent avec une procuration pour Joël. Enfin, c'est lui le fils du défunt, il faut suivre un petit peu. Donc c'est pas si simple parfois. Je travaille dans ce secteur et je peux vous assurer que nous observons régulièrement des familles se déchirer. On parle d'héritage, parfois des sommes dérisoires. Oui, alors c'est justement ce que j'explique, parce que donc là ils étaient 9 enfants à se partager l'héritage. Alors forcément, s'ils doivent se partager une chambre de bonne parisienne, ça risque d'être quand même une belle galère. Mais c'est ce qu'explique Laurence, c'est qu'avec autant de monde, c'est compliqué de se mettre d'accord, parce que certains vont vouloir garder l'héritage immobilier, par exemple, dans une famille. D'autres vont vouloir vendre. En fait, les notaires, ils sont aussi là pour être les facilitateurs de dialogue. C'est ça, le rôle d'un notaire, en plus de faire tous les actes. Mais là aussi, il faut des sacrées qualités humaines, finalement. Il faut, bien sûr. Il faut des coups de conciliation, de diplomatie. De diplomatie, je pense. Un peu comme dans ton métier, en fait, ça c'est essentiel, là. C'est essentiel. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, les notaires sont aussi là en amont du décès. Ils sont pas là que lors du décès, parce que on peut faire mettre de l'ordre, en tout cas avec des notaires, pour savoir ce que vous allez laisser en héritage, pour faire un testament. Ça peut se faire à tout âge, comme avec d'ailleurs ce monsieur plutôt jeune qui était venu faire son testament. Vous allez voir. Est-ce que vous savez ce que vous voulez mettre dans votre testament déjà? Vous voulez léguer la part, c'est-à-dire que vous voulez qu'elle ait tout, ou vous voulez qu'elle ait simplement la garantie de pouvoir rester dans la maison, d'avoir la jouissance gratuite? Parce que ce sont vos enfants, ils ont droit à un minimum de votre patrimoine. Et ce minimum, vous ne pouvez pas leur enlever, même en faisant un testament. Oui, c'est la part. Et oui, désolé, on ne peut pas tout faire non plus dans son testament. Il y a des lois qui cadrent un peu tout ça. Donc, si vous n'aimez pas vos enfants, vous ne pourrez pas les déshériter. Totalement. C'est pas complètement. Ouais. Il y a c'est une obligatoire. Tu t'es renseigné, j'ai l'impression, non? Non, non, parce que c'est toujours pareil. Il y a ce que racontent les séries, les films, notamment. Je te déshérite. Voilà, tu peux pas déshériter un enfant en France. Il a une part minimale. Diminuer sa part. Contre, tu peux diminuer sa part par rapport à d'autres ou à un conjoint. Enfin, tu peux jouer avec le droit. Si jamais, si jamais vous voulez des conseils, après Samuel. Mais effectivement, ça fait partie des choses. Parce que la personne, elle est très jeune là. Oui, parce que ça a trop dans l'idée. La mort, ça fait partie de la vie.
Oui, je pense qu'il il était jeune papa, lui, et donc du coup, ça fait partie des choses. On se pose des questions, souvent en plus dans ce genre. En vrai, c'est bien d'anticiper. Oui. Parce que du coup, tous les choix que tu fais en amont. Bon vivant rime avec prévoyant. En fait, c'est pas à ta descendance de les faire et d'interpréter ce que tu aurais voulu. La mort, ça se prépare. Hein. Ça peut être que ça limite les contrats obsèques. Contrats obsèques. Tout simplement, en fait, ils préparent leur propre enterrement, ils le prépayent même. Donc comme ça, ils laissent pas cette surcharge aux enfants et aux héritiers. Et en plus de ça, ils sont sûrs que leur volonté soit respectée. Si papa souhaite une crémation, mais que les enfants refusent ça, du coup, s'il a contracté un contrat obsèque où c'est bien stipulé crémation, on peut pas aller à l'encontre de ça. Et puis ça évite les embrouilles entre les descendants. Exactement. C'est penser aux vivants pour éviter qu'ils se déchirent aussi. Après quoi. Tout à fait. Et alors sur un autre sujet aussi, il y a chez les notaires le mythe qu'on voit dans les films avec l'oncle éloigné milliardaire dont on n'a jamais entendu parler. Tonton d'Amérique. Il décède. Voilà, le tonton d'Amérique. Il décède. Vous êtes le seul héritier. Eh ben, je lui ai demandé justement si ça arrivait souvent ou pas, ce genre de choses. Écoutez sa réponse. C'est drôle. Alors, d'hériter de quelqu'un dont on ne connaissait qu'à peine l'existence ou peu, oui, ça arrive. Ça arrive. Ah oui, quand même. D'ailleurs, on a des généalogistes. Il y a des cabinets de généalogie qui font ce travail-là, de retrouver les héritiers d'une personne dont on ne connaît pas les héritiers. Et en effet, il peut arriver. Alors, c'est rare quand même. Les belles histoires comme ça, ça arrive, mais c'est rare. Il peut arriver qu'en effet, le défunt ait laissé une fortune et que ça revienne donc à des héritiers éloignés. Il ne faut pas oublier quand même qu'au passage, l'État se sert beaucoup. Puis quand on est de parents très éloignés de quelqu'un, il y a quand même une bonne partie du patrimoine qui va à l'État de l'ordre de 60%. Oui, mais 60%. Comme les impôts, moi je veux bien en payer. Voilà. Oui, moi je dis que exactement. ça m'arrive, tonton milliardaire, voilà. C'est ça, parce que 60%, ça paraît beaucoup, mais tout dépend de la somme de départ au final. Parce que moi, garder 40% restant d'1 milliard, je prends, il n'y a aucun souci, je crache pas dessus. Bon, manque de peau. Manque de peau, moi, oui, aussi, même moins. Hein. Mais manque de peau, je connais toute ma famille. J'ai fait le tour. Il n'y a aucun milliardaire, même caché, etc. Tu ne sais pas, parce qu'un milliardaire caché, par définition, il est. Ouais, il est caché. Caché. Ouais, mais aucun lien. Test ADN. Si Jeff Bezos ou Elon Musk, je vais voir si peut-être j'ai des liens. Il s'appelle, tu sais, finalement, si j'ai des liens de parenté ou pas. Mais voilà, les notaires, ça fait aussi partie des métiers de la mort, même si c'est plus loin, on va dire. Mais évidemment. D'ailleurs, notaire, comme je disais au début de la chronique, c'est pas que ça. Il y a tout un tas d'actes, évidemment, qui demandent à passer devant le notaire. D'ailleurs, sachez que, sauf certaines prestations qui ne sont pas réglementées, les prix des actes des notaires sont encadrés. Donc, que le notaire, il se trouve finalement dans un quartier huppé de la capitale ou au fin fond de la Creuse. J'adore la Creuse, j'ai pas de problème avec ça, mais voilà, ce sera le même prix. Finalement. C'est hyper intéressant. Ça, c'est important de le savoir. Et d'ailleurs, ils n'ont pas le droit de refuser un acte notarial, les notaires. Donc, c'est pas, ils peuvent pas vous dire non, mais vous, ça m'intéresse pas votre truc. Ils sont obligés de le faire. C'est assermenté, c'est comme ça comme profession. Et pour ce qui est de la rémunération. Est-ce que ça. Parce que j'ai eu des commentaires là sur certains qui laissaient entendre que c'est une bonne situation notaire. Vous savez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Mais il y a deux formes différentes chez les notaires. Soit vous êtes notaire salarié d'une étude, parce que oui, on dit comme ça d'ailleurs, on ne dit pas un cabinet, on dit une étude de notaire. Si vous voulez crâner en soirée, vous le saurez. Donc ça, salarié, du coup, ça doit être. Alors voilà, salarié. Donc soit on est salarié, et là, on commence sa carrière à 3 900 € brut. Ah, quand même. Ce qui est pas mal. Hein, en début de carrière. En début de carrière. Et en fin de carrière. Alors après, évidemment, ça monte jusqu'en fin de carrière. J'ai pas les chiffres, mais ça dépend au fil du temps. Je suis assez surpris, ça part assez haut quand même. Mais ça part assez haut. C'est des études, c'est beaucoup d'études notaires. Alors j'ai pas le nombre d'années exact, mais peut-être que le chat l'aurait, évidemment. Il y a notaire, mais il y a clerc de notaire aussi. Il y a clerc de notaire. Alors là, je parle des notaires. Ok, d'accord. On parle de 7 ans d'études, tu vois. 7 ans d'études quand même. Donc bon. Okay. Voilà. Et donc ça, c'est quand tu es salarié. Exactement. Mais l'autre forme, évidemment, c'est les notaires à leur compte. Oui. Et là, il n'y a pas évidemment de rémunération moyenne puisque ça dépend du nombre d'actes que vous faites. Voilà. Mais ça reste quand même. Là, ça peut être sympa. Ça peut être très très intéressant. Ça peut être très très intéressant. Surtout si tu habites dans la Creuse avec un petit loyer, quoi. Oui, déjà. Et puis en plus, tu peux avoir du coup d'autres notaires, eux, salariés, et forcément, tu récupères une partie de leur acte. Enfin bref, ça peut être très intéressant.
Mais ça, on ne peut pas le savoir. Mais quoi qu'il arrive, les notaires, ça gagne plutôt bien sa vie. Il suffit de voir d'ailleurs les études où est-ce qu'elles sont. Souvent, on passe devant des études notariales qui sont dans le 16e. Surtout dans des beaux bâtiments. Dans des beaux bâtiments. Crée des vocations. À l'instant, Lichnos dans le chat nous écrit, c'est décidé, je serai notaire. Non, femme de notaire. Ok, très bien vu. Pas mal. Très bien Merci vu, Ludo. effectivement. Avec plaisir, on en apprend un peu plus. On peut le trouver sur ta chaîne YouTube, là. Tout à fait, en intégralité, il est sur ma chaîne YouTube. Voilà, à l'époque, j'avais moins de cheveux blancs de cette vidéo, mais elle est toujours dispo et toujours d'actu. T'as des cheveux blancs, toi? Ah oui, j'ai des cheveux blancs. C'est l'éclairage, sinon c'est... Ouais. Non, je vois bien quand même. C'est les lumières, ça. Je vieillis. Merci beaucoup. Toujours plus proche de la mort, de jour en jour. Nouvel invité, mais on ne sait pas ce qu'il fait. Voilà, parce que c'est l'invité mystère. C'est parti. Bonjour. Mais je vous donne son prénom, c'est Fabrice. Bonjour Fabrice. Fabrice, on s'est croisé tout à l'heure, mais je savais pas que c'était vous l'invité mystère. Oui, bonjour, ce n'est pas grave. Pardon, je vous ai passé à lui du coup, mais pas de souci. Comme quoi, vous êtes vraiment l'invité mystère. Exactement. Alors moi, je sais ce que fait Fabrice, mais du coup, je vais rien dire. On a Sabrina qui a gagné un indice tout à l'heure, voilà, mais qui ne semblait pas trop la mettre sur la voie, voilà, pour tenter de deviner. Et là, tout le monde va jouer, les invités, les chroniqueurs, le chat aussi, pour tenter de deviner la profession de Fabrice. Mais dis-moi, Samuel, qu'est-ce qu'on gagne quand on trouve l'invité mystère? On gagne mon estime, ma considération et sa place dans la photo l'employé de la semaine. Le Hall of Fame. Voilà. Yes. Donc l'un de vous trois sera dans le Hall of Fame. Là, il y a enjeu. Là, il y a enjeu. Faut voir sa photo. Là. Il faudra poser pour la photo. Qui veut commencer par une question pour essayer de deviner le métier de Fabrice? Tu fais quoi dans la vie? Alors, très bonne question. Je ne voudrais pas répondre à ça. J'ai un indice pour vous. Je ne suis pas femme de notaire. Okay. Déjà, tu n'es pas femme de notaire. Tu as une belle cravate de notaire, en revanche. Je croyais que c'était... Bon, okay. Oui, bon, allez. Okay, très bien. Non, quoi, j'ai dit une bêtise. Là, non, c'est très bien. Donc, bien tenté, Ludo. C'est un rapport avec la mort. On est toujours dans le thème. On est toujours dans le thème à 100%. Ok, très bien. Moi, j'ai une question aussi. Est-ce que tu es thanatopracteur? Non, pas du tout. Thanatopracteur, c'est quoi? C'est la personne qui va faire les soins de conservation. Ouais. Est-ce que plutôt tu fais la même chose mais avec les animaux? Tu sais comment? Non plus. Je sais pas si ça a un nom spécifique. Non, mais ceux qui les funèbres animalières. Non, mais les empailles. Oui, voilà. Non, le geste est très bizarre. Mais enfin, vous m'avez compris quoi. Ne mime rien. Un indice photo, regardez. Un indice photo. On a un indice photo pour tenter de trouver le métier de Fabrice. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est des archives. Tu travailles dans tout ce qui est généalogie? Pas du tout. C'est intéressant ça. À la poste. C'est des archives, hein, d'accord? Des archives, d'accord. Non plus. État civil? Non, non plus. Okay. Est-ce que tu travailles est-ce que ça a un rapport avec l'inhumation, avec les cimetières Ça a un rapport avec les inhumations et les cimetières, oui. Tu vends les places, quoi, les concessions. Attends, je crois que Fabrice a un autre indice, mais c'est lui qui va nous le montrer. Il l'a avec lui. C'est ta clé, quoi. Je sais pas si on voit, mais... passe partout. Montre-les peut-être à la tu caméra travailles à Fort Boyard. Voilà. Fabrice, tu travailles à Fort Boyard. Oui, j'aimerais bien. C'est toi qui as la clé des cellules. Ouais, t'es gardien de cimetière. Pas tout à fait. Moi, je considère que j'ai gagné quand même, mais bon. Gardien de tombe. On accorde. C'est pas le terme consacré. Gestionnaire de cimetière, il y a un terme sur comment on dit, Fabrice? ça, je te demande pardon. Gestionnaire de cimetière, c'est tout à fait ça. Le terme officiel, c'est conservateur de cimetière. Voilà. Mais ça correspond à une gestion de cimetière, oui. Bravo Julien. Employé de la semaine. Bravo Julien. Julien. Et dans le chat, parce que le chat jouait aussi, on a Mopinou qui a été le premier à trouver. Alors ça cherchait. J'avais du architecte en cimetière. J'avais du archéologue. Architecte en cimetière. Oh pardon, j'avais Twen Chani qui avait trouvé également. Voilà. J'avais Yus qui a des très belles moustaches par ailleurs, rien à voir, mais incroyable. Merci. Donc le chat avait trouvé. En fait, on est dans le Quai Luc aussi. Il y a un style très sympa. Et alors les clés là, c'est les clés. Alors c'est les clés du cimetière. Tu perds la chaise. Alors c'est un trousseau de clés. J'ai énormément de clés puisque j'ai les clés du cimetière forcément. On a également un certain nombre de clés qui ressemblent beaucoup à celles-ci, qui sont des clés de chapelle pour accéder dans les monuments funéraires, parce que les gens nous laissent leurs clés pour permettre qu'on y accède ou que les marbriers y accèdent si besoin. Alors ça, Fabrice, moi, c'est très mystérieux pour moi. Tu sais, quand on va dans un cimetière, on voit ces petits monuments-là, qui sont en fait des privatifs, c'est ça? Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a dedans, en fait? C'est une pierre tombale? Alors, en fait, à l'intérieur, il y a tout ce que vous voulez y mettre, puisque la décoration est libre. Un lit clic-clac, un frigo, une paire de tongs, enfin, il y a tout, quoi. Au prix de l'immobilier à Paris. Moi, je suis jamais rentré dans un truc comme ça. Alors, en fait, si vous poussez la porte, si elle n'est pas verrouillée, justement, parce qu'on a des clés, au sol, vous avez une ou
plusieurs dalles qui vont s'enlever et qui vont donner accès à un caveau souterrain. Et là, c'est Indiana Jones à l'intérieur après. C'est un peu ça. Mais ça, est-ce que c'est un reliquat du passé? C'est-à-dire, c'est des choses qui se faisaient à une époque. Est-ce que ça se fait encore? C'est les familles qui avaient un peu de moyens, je suppose, parce que. Oui. Ça, hein. Alors, oui et non. C'est un reliquat du passé. On en faisait beaucoup plus avant qu'aujourd'hui. Je pense que tu ne me contrediras pas. Ce n'est pas ce qu'on vend le plus. Mais ça se fait encore un petit peu. Moi, je veux c'est juste pour te la péter dans le cimetière, moi, en fait. Je pensais que c'était plus possible. C'est très local. Mais oui, c'est très mature. C'est quand même genre. Ouais, ça dépend des Regardez zones, les gars autour. Moi, je veux ça, moi. Mais je pensais ouais. que c'était plus possible, en fait. Alors, c'est tout à fait possible. Ça a changé, puisqu'en fait, aujourd'hui, on vient moins dans les cimetières. Il y a moins ce côté paraître dans les cimetières. Ouais. Effectivement, mais on en fait encore une fois de temps en temps. Et on a des gens qui rachètent les vieilles chapelles endommagées à l'abandon pour les restaurer. Tu peux encore faire construire une chapelle comme ça aujourd'hui? Genre, si tu as ton espace dans le cimetière, c'est le même espace qu'une tombe classique? Alors, souvent, ça correspond à 2 voire 3 tombes, 3 espaces, parce qu'on pourrait construire sur un emplacement classique, mais ça serait vraiment petit. Ça ferait 1m40 sur 2m40 au sol. Une tour, une espèce On peut. obélisque. Tout est possible. Et moi, j'ai toujours été fasciné par ces petits monuments. Enfin, je trouve que c'est assez joli, c'est un peu mystérieux aussi. Mais toi, du coup, je me dis, tiens, pourquoi pas? Et toi, Ludo, tu trouves que ça fait un peu m'as-tu vu, tu trouves? Ah bah oui, ça fait quand même, je suis désolé, ça fait le gars qui veut montrer à tout le monde, moi, j'ai la plus grosse, quoi. C'est un peu ça. Ça, c'est Jim Morrison qui perd la tête avec sa statue. Avec exactement, ou 30 carrés. Tous que c'est un petit peu... Il y a un petit côté bling-bling. Voilà, il y a un petit côté... C'est pas du bling-bling, c'est parce que c'est le bruit de pierre. Il y a un côté paraître. Parce qu'à l'époque où ça se faisait beaucoup, vous étiez une famille importante si vous aviez votre chapelle de famille. Clairement, bien sûr. De toute façon, tu vas même pas t'en servir en plus. Ouais, mais je sais pas. Après, si vous vous promenez dans les cimetières, justement, la plupart des chapelles, vous les reliez à des grandes familles de l'époque, qui parfois ont totalement disparu aujourd'hui. Mais vous les voyez, c'est les noms des gens qui faisaient l'actualité, qui faisaient l'histoire locale, régionale ou nationale. Et aujourd'hui, il y en a moins parce que c'est moins important, on va moins au cimetière. Comment on devient conservateur, c'est le terme consacré de par hasard, parce que le poste était vacant et que je voulais me rapprocher de chez moi. Une vocation finalement. Voilà, une vocation. Alors, en fait, moi, je suis entré dans le funéraire par hasard. Parce que je déprimais, je voulais sortir de ma dépression, donc j'ai candidaté dans les pompes funèbres. Très bien. Je vais aller bosser dans le secteur de la mort, ça va un peu me donner un petit boost. Ça aurait pu devenir clown, ça aurait été bien. Ça a marché. Oui, ça a marché. Ça a très bien marché. On voit comme ça a l'air d'aller... Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux qu'il y a 16 ans. C'est curieux, ça. C'est le hasard, en fait. Je voulais changer parce que j'étais dans un boulot qui ne m'aidait pas, au contraire, qui me déprimait davantage. Je me promenais dans ma ville. J'ai vu une agence de pompiers avec marqué « On recrute ». Je suis entré. Le conseiller funéraire qui était là avait 2 heures à tuer. On a passé 2 heures ensemble. 2 heures à tuer, très bien, 2 heures à tuer. C'est le nom de ta chaîne YouTube, je crois. 2 heures à tuer. Et donc, du coup, j'ai candidaté le soir même. C'est drôle. Et j'ai fait 10 ans donc, en tant que conseiller funéraire. Ah, ok, d'accord. Collègue, alors. Voilà, oui, on a été collègues. Confrères. On a été frères. Voilà. Et puis, après, l'opportunité s'est présentée à Chartres, où je travaille maintenant. Le conservateur a pris sa retraite après 35 ans dans le poste. Donc, c'est pas un poste qui se libère très souvent. J'ai candidaté pour me rapprocher de chez moi, me faciliter la vie. Tu dois avoir des anecdotes de cimetière ou des choses comme ça, non? Je vous ai pas posé la question. Bah ouais, attends. Là, on est à l'époque d'Halloween, là, il doit y avoir. Voilà, bien sûr. Les feux follets, les trucs comme ça, là. On voit plein de choses. On voit par exemple. Alors, par quoi on commence? Les feux follets ou le monsieur tout nu? Le monsieur tout nu, oui. Bien sûr, le monsieur tout nu, on m'adore. J'allais dire les feux follets, mais... Je me rends à la vie du peuple. Alors, le monsieur tout nu, c'est une histoire encore en cours. Ils l'ont pas attrapé, il court toujours dans le cimetière. Ouvrez-le parce qu'il va commencer à faire froid là. En fait, on a une dame qui est venue nous voir à midi, en fin de matinée, en disant je viens de voir un monsieur tout nu sortir d'une chapelle. Ah, les petits monuments dont on parlait, parce que beaucoup sont abîmés, les portes ne ferment plus. Ok. Et donc, elle a vu un monsieur tout nu en sortir. Waouh. Le temps qu'on arrive, il n'y avait plus personne. Et pour l'instant, on ne l'a pas retrouvé, ce monsieur. Et vous c'est pas plus sur... Il n'y avait pas une dame après aussi? Parce que on ne l'a pas vu en tout cas. Ça arrive. Il a été vu qu'une fois. C'est glauque, mais ça arrive. Un coutumier du fait. Oui, peut-être que l'autre personne était sur place. C'est ça, oui. Il était en dessous. Et les feux follets alors? Alors, les feux follets. Ça existe ou pas? Alors, ça existe parce que c'est un phénomène physique en fait. C'est la décomposition. Le méthane. Des gaz. Aujourd'hui, on en voit beaucoup moins qu'à une époque puisqu'on scelle mieux les caveaux. Donc, mais ça arrive encore une fois de temps en temps.
Ok, pour ceux qui savent pas, c'est tout d'un coup clairement des feux qui prennent. C'est pas du vrai feu en soi. C'est pas des flammes, c'est du. Mais c'est du gaz qui qui sort des tombes. Et ça nous donne des flammes un peu bleutées. Voilà. Ouais, donc si un soir de pleine lune, on voit des petites flammes bleutées dans un cimetière, en fait, c'est un phénomène tout à fait naturel. Oui. C'est ça. Mais aujourd'hui, on le sait, puis on l'évite beaucoup. Il y a 300-400 ans, on ne savait pas trop ce que c'était et on en voyait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Je suis toujours sur cette enquête de Monsieur Tout Nu, là. Il n'y a pas de caméra de vidéosurveillance dans les cimetières. Je mets mon monocle. Alors, pas chez nous, non. Il y a des cimetières qui sont équipés. Nous, malheureusement, on ne l'est pas encore. Ouais. D'accord. Et les qualités pour être un bon conservateur de cimetière, est-ce que tu es en relation avec les familles ? Est-ce qu'il y a beaucoup de relationnels ? Alors, il y a beaucoup de relationnels, puisqu'en plus, moi, je suis vraiment basé au cimetière. Ouais. C'est-à-dire que les gens passent la porte de mon bureau tous les jours pour tout et n'importe quoi. Où sont les toilettes ? Par exemple, juste en face du bureau, monsieur, il y a le panneau, ça bien indiqué. Où est ma tante aussi, parce qu'on doit te demander... aux toilettes. Voilà, on doit te demander les gens cherchent une sépulture, un emplacement. Bien sûr. Donc on est là pour leur dire, vous allez à tel endroit, on leur fournit le plan, voire on les accompagne, c'est vraiment difficile. Mais aussi pour toutes les questions, combien de temps il reste à ma concession, qu'est-ce que je peux la renouveler, qu'est-ce que je peux faire pour remettre le monument en état. Donc on a énormément de passages où il y a trop d'herbe autour de ma tombe, il faut faire quelque chose. Ah, et c'est à toi aussi ça, justement ? C'est arroser les plantes et tout ça, là ? Alors non, en fait, après je travaille en collaboration avec tous les services de la mairie. Ok. Donc le service espace vert s'occupe de l'entretien, le service de la voirie s'occupe des allées, mais c'est moi le point d'entrée puisque je suis sur place. Les gens viennent me voir, ils vont pas courir après le responsable des espaces verts, le responsable de la voirie, après... Oui, je centralise quoi. Voilà, je suis le point d'entrée, j'accueille les gens, puis après, je fais le nécessaire. Alors, des fois, j'explique pourquoi c'est normal et ça ne changera pas. Il y a des choses que les gens ne savent pas forcément, donc qu'on explique. Ouais. Et puis, ce que j'aime sur Twitch, il y a toujours des spécialistes de trucs. Et là, on a un spécialiste de feux follets qui s'appelle Gérard Blanchard. Qui dit, bon alors... Attendez, les feux follets. C'est pas un feu de la Saint-Jean non plus, ni un concert de métal. J'adore. Les feux follets sont brefs, fugaces et plutôt discrets. Oui. Merci. Oui, subtil quand même. Et une dernière chose, est-ce qu'il y a un logement de fonction sur place ? Alors, ça dépend. Est-ce que c'est bien payé aussi ? On veut savoir le salaire. Alors, je vais répondre d'abord à la question de logement de fonction. Ça dépend. Nous, en fait, à Chartres, on loge 2 gardiens sur place au cimetière. Ah ouais. Le conservateur a parfois cumulé les 2 fonctions, gardien et conservateur. C'est plutôt calme ? C'est plutôt calme, il n'y a pas de problème de voisinage. Moi, personnellement, je ne cumule pas les 2. Le voisinage est ça. Je n'ai pas de logement de fonction, mais ça existe. Okay. Après, ça dépend de chaque commune, ça dépend de comment ils gèrent les choses. Et comment ça gagne comme quelqu'un de la fonction publique. Voilà. Ok, il y a pareil, c'est indexé sur la fonction comme publique. Comme l'hôpital tout à l'heure même. Donc on a voilà. On a la réponse, quoi. Question pratique et personnelle. Si je cherche quelqu'un, je sais dans quel cimetière cette personne est enterrée, je connais son nom, mais je ne sais pas où se trouve sa tombe. Est-ce que je peux aller voir le conservateur ou la conservatrice du cimetière et lui demander ? On est là pour ça, D'accord. Okay. Et justement, le fichier qu'on voyait tout à l'heure... C'est ça, en fait. C'est ça. Alors, le fichier, il a 2 siècles. On a fait un tiroir, il y en a plusieurs. Ah, c'est digitalisé. Alors, il est digitalisé, heureusement. Enfin, numérisé, pardon, mais pas digitalisé. Quand on a une panne de courant... Attention, c'est le doigt, sinon. Quand on a une panne de courant, on est bien content de retrouver les vieilles fiches papier. Oui. Après, il faut rebrancher, sinon c'est plus simple. Vraiment. C'est ce qu'on a dit. Fusible, tu remets, ça remarche. Mais voilà, donc non, ça, c'est vraiment le fichier avec tout depuis l'ouverture du cimetière et qu'on met toujours à jour, même si tout est effectivement aujourd'hui en format numérique. Mais on garde un fichier papier pour se faciliter la vie. Incroyable. Eh ben, merci beaucoup pour ces explications. Et juste avant, je veux, parce que pour pas qu'on l'oublie, il faut que tu regardes la caméra. C'est celle-ci et que tu fasses la pause pour la photo. Tu fais la pause que tu veux et la régie s'occupera du coup de la voir. Parfait. Évidemment, tu es heureux, tu viens d'avoir une promotion. Voilà, tu es l'employé de la semaine et tu auras ta petite tête là-bas. Tu seras avec nous, Julien. Tu seras dans le cadre. À la place de Jean-Marie. L'émission n'est pas terminée, mais je vous remercie déjà. Juste avant de retrouver notre prochain invité, qui est Eddy de Préto, je suis très heureux de le recevoir. Un petit agenda. On a un agenda impro parce qu'on a plein de rendez-vous aussi à vous donner pour ceux qui réfléchissent à leur avenir. Les plus jeunes comme ceux qui veulent se réorienter, comme notre invité. On était pas mal d'ailleurs autour de cette table. On a pas mal été dans la réorientation finalement, d'avoir fait des métiers. Oui, bien sûr, tout à fait. Bien sûr. Par exemple, vous avez un meeting métier de la transition énergétique. C'est aujourd'hui, c'est à l'université de Strasbourg. Espace à venir 16h à 18h pour échanger librement avec des professionnels. Vous avez un salon, regardez, tout est écrit ici, de formation en journalisme, communication, marketing. C'est samedi, le 9 novembre, à Paris, au New Cap Event Center. Vous avez un salon santé sociale, paramédicale et sport. Samedi 9 novembre, toujours, mais à Marseille, au Palais de l'Europe. Là, on rencontre des étudiants en médecine, des professionnels du monde médical dont on a beaucoup parlé avec Julien aujourd'hui,
aujourd'hui des enseignants de STAPS aussi. Et puis vous avez un salon des lycéens et des études supérieures qui est le samedi 9 novembre à Mulhouse. On parle des expositions, 500 formations, Bac+5, Bac+5, BTS, grandes écoles, Université Haute-Alsace, IUT, école spécialisée, prépa, il y a tout ça. Moi, je serai au 4, moi. Je serai au 4 salon. Ouais, je vais y aller au 4. Julien, un grand merci. Et Fabrice, et Sabrina, et Ludo. Bon, on se retrouve très très bientôt. Drop it down. Get down if you want me now. Get down, bring it to the ground. Get down if you want me now. I got nothing else to do. Choose your fighter. Lightning inspired. Fight.